Une femme aux cheveux sombres, nommée Véladi Elton, bouillonne de rage, souhaitant que son monde entier parte en fumée. Elle s'appelle Véladi Elton et se tient aux côtés de sa famille endeuillée, dont un jeune garçon aux cheveux noirs. Véladi pleure le récent enterrement de sa mère, réfléchissant à sa vie en tant que fille aînée du duc Elton. Soudain, elle se souvient qu'il y a 16 ans, bébé, elle avait réalisé qu'elle s'était réincarnée dans un roman. Ce souvenir a été déclenché quand, bébé, elle a vu le visage étrangement familier de sa mère aux cheveux argentés. La vérité choquante se confirme. C'est le monde d'un roman qu'elle a lu avant de mourir. Nouveau-née, la confusion de la réincarnation était si accablante qu'elle a pleuré inconsolablement pendant des jours. Inquiète, sa mère, une mage légendaire, a jeté un sortilège de magie spirituelle pour apaiser son trouble émotionnel. En conséquence de la magie, Véladi a complètement oublié tous ses souvenirs d'avant sa réincarnation. Elle a vécu sa vie en tant que Véladi Elton, mais au moment où sa mère est décédée, le sort s'est brisé, et ses souvenirs de sa vie passée lui sont revenus en masse. Abasourdie, elle remet en question la réalité d'être une âme réincarnée. Elle réalise que cela ne doit pas être une réincarnation ordinaire. Elle observe sa beauté, cheveux noirs profonds, yeux rouges rubis, et une aura naturelle d'intimidation. Alors qu'elle a toujours supposé qu'elle tenait de son père, elle soupçonne maintenant une autre vérité. Une pensée surprenante lui vient à l'esprit. Elle était censée être le fils aîné original dans ce roman. Un nouveau chapitre commence. Elle se souvient de l'intrigue du roman, une histoire émouvante sur la famille d'un duc adoptant une jeune fille. Sa famille, la maison Elton, est celle-là même qui adopte la protagoniste féminine de l'histoire. Mais il y a un problème. La position dans laquelle elle s'est réincarnée était à l'origine celle de l'enfant aîné, froid et charismatique de la maison. Elle était censée être le personnage classique du frère aîné qui adorait sa nouvelle petite sœur. Elle se demande pourquoi, si le reste de l'histoire est le même, son genre est la seule chose qui a changé. Malgré la confusion, elle décide de continuer à vivre sa vie en tant que Véladi Elton. Ce n'est pas par bonheur. Sa vie passée fut également celle de la fille aînée négligée d'une famille pauvre qui favorisait son frère ou sa sœur. Elle se souvient avoir constamment marché sur des œufs, ses parents se plaignant de l'argent et la grondant pour ses dépenses essentielles. À l'université, elle a été coupée des vivres et forcée de cumuler les emplois pendant que son frère cadet menait une vie insouciante avec une allocation complète. Après l'obtention de son diplôme, ses parents ont tenté de mettre la main sur son futur salaire, mais elle n'a pas pu trouver d'emploi immédiatement. Elle est devenue une chercheuse d'emploi découragée. Le mépris de sa famille s'intensifia, son père l'appelait une sangsue, sa mère la trouvait frustrante, et son frère lui disait de simplement se marier. Ayant atteint sa limite, elle est sortie en trombe pour couper les ponts, ignorant les malédictions de sa famille. Pleurant dans la rue, elle a juré d'arrêter de se sacrifier et de ne vivre que pour elle-même désormais. Avec un grincement soudain, un camion se précipite vers elle alors qu'elle traverse la route, scellant son destin. De retour au présent, Véladi réfléchit à l'ironie cruelle de sa vie, remplie de frustration et sans issue. On frappe à la porte, et Véladi donne la permission d'entrer. Une servante entre, annonçant que le duc a convoqué à la fois Dame Véladi et un garçon nommé Meldor. Véladi ordonne à la servante de lui apporter sa tenue formelle pour la réunion. Alors qu'elle se prépare, elle trouve que l'histoire familiale émouvante dans laquelle elle est piégée est totalement absurde. Son père, le duc, et son frère aux cheveux noirs, Meldor, l'attendent déjà dans un salon. Meldor réprimande immédiatement Véladi pour son retard, remettant en question ses priorités. Véladi, désormais vêtue d'une robe noire formelle, le traite silencieusement de bâtard avant de présenter des excuses polies. Le duc déclare qu'une fois les funérailles terminées, il est temps pour la famille de reprendre ses routines normales. Véladi observe l'épuisement sur le visage de son père et la nette dépression qui pèse sur Meldor. Elle s'avoue qu'elle aussi avait eu l'impression que son monde s'était écroulé la veille. La première mesure du duc est de reporter les fiançailles de Véladi, ce à quoi elle consent. Il informe ensuite Meldor que ses leçons d'escrime reprendront, l'encourageant à persévérer. Malgré l'encouragement de son père, Meldor semble abattu en acceptant silencieusement. En partant, Meldor dit sarcastiquement à Véladi à quel point cela doit être agréable pour elle de ne rien faire. Véladi le confronte, mais il continue ses moqueries, affirmant que sa vie est facile et se terminera par un mariage avec un noble. Pointant du doigt avec accusation, Meldor prétend qu'il endure l'entraînement tandis qu'elle vit confortablement grâce à ses sacrifices. Véladi bout intérieurement face à ses inepties,
se forçant à rester calme devant le bureau de son père. Elle se tourne pour partir, ignorant Meldor alors qu'il exige furieusement qu'elle l'écoute. Véladi marche silencieusement dans le couloir orné, tandis que deux servantes s'inclinent, une tension silencieuse emplissant l'air. Crac. Elle frappe furieusement un panneau mural, brisant le bois décoratif. Avec des yeux rouges brillants, elle se moque de l'idée de plaindre Meldor, blâmant le favoritisme de sa mère pour avoir ruiné son caractère. Se recomposant instantanément, Véladi ordonne aux servantes terrifiées de demander au majordome de réparer les dégâts qu'elle a causés. Elle se souvient que dans le roman, Meldor était un Sonder doté d'un talent magique, tandis que son père, Théodore Elton, était un prodige de l'escrime. À l'origine, l'histoire mettait en scène un fils aîné qui était l'héritier parfait. Mais maintenant cette position lui appartient. Parce qu'elle existait, Meldor fut forcé de devenir l'héritier et d'apprendre l'escrime, une voie qui ne lui convenait pas. Leur mère plaignait Meldor pour cette voie forcée, et même leur père stoïque lui montrait de la sympathie. Véladi se souvient s'être sentie comme une idée tardive et isolée, forcée de marcher sur des œufs, tout comme dans sa vie précédente. Elle réalise que sa réincarnation a changé deux choses, son genre et son sens de soi, bien qu'elle conserve le génie de l'escrime du fils aîné original. Considérant son propre talent comme un fardeau, elle estimait ne pas devoir éclipser Meldor alors qu'il peinait avec l'escrime. Alors, elle a abandonné l'épée et a naïvement joué le rôle d'une fille docile, pour plaire à ses parents. Dans l'obscurité de ses pensées, elle se demande maintenant pourquoi elle devrait jamais se sentir coupable envers Meldor. Regardant par la fenêtre, elle serre le poing, déplorant l'injustice et la misère de sa vie réprimée. Elle bouillonne de rage face à l'attitude condescendante récente de Meldor, qui lui tape sur les nerfs. Elle en conclut que la confiance de Meldor vient du fait qu'il sait qu'il a l'affection inconditionnelle de leur père. Déterminée, elle élabore un plan, faire sortir son père du domaine, empêcher Meldor d'acquérir plus de pouvoir et utiliser sa connaissance du roman pour récupérer ce qui lui appartient. Sa première étape est de recruter un certain homme, et avec un sourire rusé, elle jure de tout arracher à sa famille. Elle identifie sa cible comme Zeppelin Vincent, le confident du fils aîné original, qui était secrètement le gérant des opérations secrètes du duc. Cette organisation secrète s'occupait de la collecte de renseignements, de la surveillance interne et de l'élimination des traîtres pour le duc d'Elton. Dans l'histoire originale, ce groupe secret était simplement connu sous le nom des Veilleurs. Et Zeppelin, se souvient-elle, était le puissant leader qui les commandait. Elle admet qu'avant que ses souvenirs ne reviennent, elle ne lui avait jamais prêté attention et n'aurait de toute façon pas pu le rallier. La loyauté de Zeppelin dans le roman venait de son admiration pour les incroyables capacités du fils aîné original, car il était attiré par les personnes talentueuses. Reconnaissant ce talent tôt, Zeppelin avait supplié son père de le laisser servir l'héritier, devenant son confident plus tôt que prévu. Comme le duc dans le roman faisait confiance à son héritier, la nomination de Zeppelin comme confident s'est déroulée sans accroc. Véladi réalise que dans sa réalité actuelle, elle n'a aucun lien avec Zeppelin, et n'a même jamais reçu une éducation d'héritier digne de ce nom. Elle se souvient avoir été exclue des leçons de succession avec Meldor, après qu'il se soit plaint de ne pas pouvoir se concentrer en sa présence. Lorsqu'elle s'est rebellée pour la première fois, son père a hésité, mais sa mère l'a manipulée émotionnellement pour qu'elle cède pour le bien de son frère. Face au sarcasme de Meldor et limitée par son auto-apprentissage, elle décide qu'elle doit subordonner Zeppelin pour acquérir ses connaissances et son pouvoir. Un sourire malicieux et déterminé se dessine sur le visage de Véladi, tandis que son plan se concrétise. Un nouveau chapitre commence, montrant le grand domaine d'Elton sous un ciel bleu clair. Dans une cour d'entraînement en contrebas, Meldor se tient seul avec plusieurs cibles de tir. Véladi s'approche par derrière, observant Meldor viser avec un long fusil. Touac! Il tire, rate la cible et jure de frustration. Il jette le fusil, blâmant l'arme, mais est interrompu par Véladi, qui l'appelle par son nom. Ramassant le fusil, Véladi le réprimande pour l'avoir maltraité, tandis qu'un Meldor choqué exige de savoir pourquoi elle est là. Mais elle jette un œil à la cible, pensant que, comme prévu, il n'a pas réussi à faire un seul tir. Un Meldor indigné demande ce qu'elle a vu, mais elle se tourne simplement et vise le fusil elle-même. Un cercle magique lumineux apparaît autour du fusil alors qu'elle vise avec un sourire narquois. Après avoir touché un centre parfait, elle déclare que le pistolet n'est pas défectueux, mentant négligemment que son habileté vient d'une pratique secrète. Meldor lui ordonne de partir, mais elle le nargue à propos de son intention de participer à la compétition de chasse, encore une fois.
Il insiste sur le fait que c'est son devoir en tant qu'héritier, mais Véladi ricane intérieurement, sachant qu'un héritier incompétent n'est qu'une risée. Alors que Meldor lui hurle dessus, elle lui rappelle froidement que son entraînement à l'escrime est déjà en retard. Elle tire une autre balle en plein centre, lui demandant d'un ton sec s'il a le temps de s'entraîner à la chasse à loisir. Meldor crie que ça ne la regarde pas, mais Véladi dit qu'elle ne fait que s'inquiéter de l'honneur de leur père. Tirant 3 autres coups parfaits, elle note que chaque compétition apporte la honte à la famille, à cause des faibles compétences de l'héritier. Meldor est sidéré et silencieux, tandis que Véladi jubile intérieurement de la facilité avec laquelle elle l'a surpassé. Furieux, Meldor crie qu'elle peut garder le tir inutile pour elle toute seule. Alors que Meldor fume de rage, Véladi se demande si son manque de talent est une bénédiction pour elle, lui disant de simplement rester chez lui au lieu de se débattre. Poum! Un autre de ses tirs atteint le centre absolu de la cible avec une précision parfaite. Avec un sourire confiant, Véladi décide que tant que son frère ne se ridiculise pas, c'est suffisant. Ce soir-là même, une femme de chambre apporte la nouvelle. Meldor s'est officiellement retiré de la compétition de chasse. Alors qu'elle chevauche à travers une forêt baignée de soleil, Véladi est soudainement interpellée par un homme à cheval blanc. Le jeune homme aux cheveux violets est présenté comme Xion Agra, qui lui propose poliment de lui arranger son chapeau. Véladi refuse froidement, annonçant que cette grande sœur participera à la place de son frère. Un jeune homme aux cheveux blonds s'approche à cheval à leur côté, demandant à Véladi ce qui l'a poussé à participer cette année. Il est identifié comme Mostin Fredo, qui demande effrontément si son frère, avec sa terrible personnalité, est resté silencieux à ce sujet. Véladi confirme que Meldor n'a pas pu objecter, et Mostin rit, se plaignant que les caprices de Meldor ruinent toujours sa chasse. Xion, cependant, regarde Véladi avec suspicion, demandant si elle a dit quelque chose à son frère pour le faire se retirer. Véladi admet sans honte avoir dit à Meldor que ses compétences reflètent l'honneur de leur père, et Mostin la qualifie de brutale pour cela. Alors qu'il continue à cheval, Véladi demande de manière enjouée à Mostin s'il est mécontent de sa venue, et il répond avec enthousiasme qu'il préfère sa compagnie. Xion reste préoccupé, soulignant que ses parents se sont toujours opposés à sa participation par le passé, et demande si c'est acceptable cette fois-ci. Véladi se souvient de la ferme opposition de sa mère à ses activités violentes, mais elle décide que maintenant il n'y a plus de raison de se cacher. Elle repense à la réaction de son père, qui était tout à fait différente de celle de sa mère. Elle se souvient que son père, en revanche, ne semblait jamais lui prêter beaucoup d'attention. Dans un flashback, elle se souvient du mécontentement de son père lorsqu'elle a demandé pour la première fois à participer à la compétition de chasse il y a 2 jours. Il ne lui a donné sa permission qu'après qu'elle a affirmé vouloir voir ses amis, la prévenant de ne pas déshonorer la famille. La scène se déplace vers le campement animé de la grande compétition de chasse. Un homme aux cheveux bleus salue Lady Véladi, se présentant comme un chevalier de la maison Elton envoyé pour l'assister. Véladi sourit intérieurement, satisfaite que Zeppelin soit venu comme prévu, ce qui signifie que ses préparatifs sont maintenant terminés. Un homme royal à la barbe rousse se demande qui lui apportera de la joie cette année, tandis qu'un autre noble lui offre une flatterie sycophante. Véladi observe la verve de Mostin, pensant que c'est vraiment digne de la maison Fredo, si politiquement astucieuse. Mostin affiche un sourire séducteur, jouant sans effort son rôle dans la réception mondaine. L'homme royal annonce les règles, déclarant que tous les concurrents doivent retourner à leur tente dans le temps imparti. Un drapeau rouge est agité, et avec un cri de « Commencez », la chasse est officiellement lancée. Pfiou, un oiseau s'envole dans le ciel, devenant une cible immédiate. Véladi ne perd pas de temps. Levant immédiatement son fusil pour viser. Chevauchant à proximité, Mostin observe son action rapide et décisive avec un air de pur choc. Un chevalier travaillant pour la chasse récupère un faucon abattu, annonçant un autre coup réussi pour Véladi. Véladi remarque que 3 chevaliers la suivent et décide froidement qu'elle doit en laisser un derrière. Elle ordonne à un chevalier de descendre de cheval et de ramasser le gibier, réduisant astucieusement son escorte à une seule personne. Avec un sourire malin, elle se tourne vers son unique suiveur restant et l'appelle. Sir Vincent. Un Zeppelin Vincent troublé balbutie une réponse, pris au dépourvu par son attention soudaine. Zeppelin réfléchit aux vies sombres et courtes de ceux qui nettoient les désordres des puissants, se souvenant de son rêve abandonné d'élever un génie. Il rêvait autrefois d'élever quelqu'un avec le talent du légendaire duc Théodore Elton. Il se souvient de Théodore comme l'épée parfaite de l'Empire, un homme dont le charisme et l'habileté étaient inégalés.
Un Zeppelin plus jeune se souvient qu'il n'avait pas assumé les devoirs de sa famille uniquement pour le bien de la maison. Maintenant, cependant, il a une sérieuse préoccupation. Meldor Elton, l'actuel héritier de la maison. Il se sent impuissant, sachant qu'il est destiné à servir le Meldor, bien moins talentueux, pendant longtemps. Il sait que même si l'effort pouvait compenser le talent, Meldor n'aimait clairement pas l'escrime dès le début. Zeppelin se lamente de son destin, souhaitant avoir pu élever une pierre brute capable de rivaliser avec Théodore, et enviant l'opportunité de son propre père. Son père a eu la chance d'enseigner au génie Théodore, mais il se sent bloqué, ses sombres pensées interrompues par sa sœur, une femme de chambre, l'appelant frère. Sa sœur, une femme de chambre en chef, le réprimande d'être difficile et lui dit de simplement cesser d'être un observateur s'il doit être si misérable. Cet échange a alimenté sa récente décision, avant la majorité de Meldor, il remettra tout à sa sœur et quittera la maison du duc. De retour au présent, il réfléchit à ce vœu drastique. Un vœu qui ferait sûrement s'évanouir sa sœur si elle l'entendait un jour. Soudain, un magnifique cerf apparaît dans une clairière ensoleillée devant eux. Pan, sans un instant d'hésitation, Véladi vise et abat le cerf d'un seul coup. Avec un sourire satisfait, elle sent son vœu de quitter la famille vaciller à une vitesse alarmante. Véladi demande à Zeppelin son décompte de prise, et après qu'il lui a énuméré 6 oiseaux, 4 lapins et un cerf, elle remarque froidement que c'est moins que ce qu'elle attendait. Zeppelin est sidéré par sa remarque désinvolte, se rappelant que Meldor n'avait réussi à attraper que 2 lapins l'année précédente. Il réfléchit à l'identité de Véladi Elton en tant que fille du grand Théodore, notant qu'il n'a absolument aucun lien personnel avec elle. Zeppelin se souvient que Théodore a toujours voulu qu'il assiste Meldor, et il n'était pas vraiment ravi d'accompagner Véladi aujourd'hui à la place. Plaf. Alors que Véladi prend un autre tir, un noble invisible s'exclame, surpris que la fille du duc soit si douée pour la chasse. Zeppelin observe qu'il peut à peine voir les chevaliers qu'elle a envoyés pour ramasser le gibier, s'émerveillant que Véladi ait détecté des bêtes que même lui n'avait pas remarquées. Pendant qu'il chevauche, il devient de plus en plus perplexe, sachant qu'elle manque de toute formation formelle, mais possède des instincts plus vifs que les siens. Il énumère mentalement ses incroyables attributs, une constitution naturellement douée, une endurance inébranlable et une énergie apparemment inépuisable. Fouet. Véladi poursuit sa chevauchée, image de parfaite confiance et d'habileté sur son puissant cheval. Zeppelin se souvient qu'elle a apprivoisé le cheval difficile, Alexander, d'une seule main, pensant que si elle était l'héritière, sa vie serait bien plus facile. Il commence à fantasmer, se demandant si son style d'épée serait comme celui de Théodore, qui commençait toujours par une estocade du côté droit. Perdu dans ses pensées sur la façon dont il pourrait corriger cette habitude chez elle, Zeppelin est surpris lorsque Véladi lui demande soudain son opinion. Pris complètement au dépourvu, un Zeppelin troublé balbutie, incertain de la façon de répondre. Il est soudainement distrait par la vue d'un magnifique renard roux gisant sur le sol, une proie rare et précieuse. Une narration explique que seuls 2 renards roux au sang démoniaque, valant plus de points que toute autre bête, ont été relâchés pour la compétition. Reprenant son calme, Zeppelin commence à applaudir, louant sincèrement son travail impressionnant. Il s'arrête en plein applaudissement, cependant, en remarquant son expression, elle avait levé un sourcil, un signe révélateur d'agacement que Théodore partage également. Réalisant qu'il a en quelque sorte contrarié, il se demande si elle imite intentionnellement les manières de son père. Avec un léger sourire entendu, Véladi demande à nouveau. « Alors, qu'en pensez-vous, Sir Vincent ?» Elle clarifie qu'elle pose des questions sur ses compétences en chasse, et Zeppelin affirme qu'elles sont parfaites, aussi grandes que celles du duc lui-même. Véladi sourit d'un air suffisant, insistant en demandant si ses compétences sont suffisantes pour être reconnues par le chef des veilleurs. Un point d'exclamation apparaît alors que Zeppelin recule sous le choc total, se demandant comment elle pourrait bien connaître l'organisation secrète et son rôle de leader. Feignant l'ignorance, Zeppelin prétend ne pas comprendre, mais Véladi se contente de le regarder d'un regard froid et calculateur. Fouet. Il ressent une aura intimidante émanant d'elle, différente de la froide implacabilité de son père. La sienne est une pression qui se resserre lentement autour de votre gorge. Une forte corne retentit à travers la forêt, signalant la fin de la compétition. Après avoir noté le signal de retour, Véladi demande une charrette pour son renard, et Zeppelin se porte volontaire pour la récupérer, ce qu'elle accepte. Alors qu'il se prépare à partir, elle l'appelle par son nom, et il se tourne pour lui dire un simple oui. Il essaye de faire semblant d'être bête à nouveau, mais elle sourit simplement et dit qu'elle le verra de retour à la tente. S'éloignant à cheval, Zeppelin est profondément troublé par ces mots concernant la formation d'un héritier direct. Serrant le poing,
alors qu'il essaye de chasser ces mots de son esprit. Véladi le regarde partir, impressionné qu'il résiste mieux à sa pression qu'elle ne l'avait prévu. Souriant d'un air suffisant, elle se sent satisfaite, sachant qu'elle a réussi à lancer l'hameçon pour le chef des veilleurs. Ailleurs dans la forêt, les deux chevaliers qu'elle avait renvoyés plus tôt sont vus revenir à pied. Tapant le cou de son cheval, Véladi le calme par son nom, Alex, lui disant de rester immobile. Elle médite que le cheval est exactement comme son propriétaire, Meldor, se rappelant qu'Alexander était un cadeau d'anniversaire pour son frère. Un flashback révèle que Véladi était celle qui avait demandé un cheval, mais la duchesse avait offert le fier destrier à son premier-né bien-aimé à la place. Véladi pense avec dédain à la façon dont Meldor ne peut même pas monter le cheval sans l'aide de leur père, ce qui la fait se sentir de plus en plus mal. Plaintive envers le cheval qui était resté coincé dans les écuries pendant des années, elle décida de le sortir pour la chasse. Bien que Meldor ait fait une crise, leur père donna la permission, probablement d'accord que c'était un gâchis, et Véladi envisage maintenant d'apprivoiser Alexander pour elle-même. Ses pensées sont interrompues lorsque Zénion et Mostin s'approchent à cheval, demandant pourquoi elle est seule et où sont ses chevaliers. Véladi explique froidement qu'ils sont toujours dans la forêt en train de trier son gibier, ce qui pousse Mostin à deviner en plaisantant qu'elle a beaucoup chassé. Elle rétorque qu'elle a probablement chassé plus que lui, et il fait semblant d'être blessé, se vantant d'avoir terminé 2e l'année dernière. Mostin demande curieusement qui a obtenu la première place, et Véladi lui demande s'il ne le savait vraiment pas. Le vainqueur était son père, le duc Théodore Elton, qui est montré regardant sévèrement devant lui tandis que ses hommes chargent une charrette avec ses prises. Le duc Elton s'agenouille devant le monarque barbu et roux, qui l'accueille avec confiance, et le duc répond qu'il ne donne que le meilleur de lui-même. Le monarque annonce que, puisque tous les participants sont revenus, le décompte final va commencer. Une foule de nobles, incluant Zion et Mostin, observe la vaste exposition d'animaux chassés disposés pour le jugement. Le père de Mostin taquine son fils avec espièglerie à propos des résultats, et Mostin répond avec suffisance que son père sait qu'il est un bon chasseur. À proximité, le père de Zion loue le travail acharné de son fils, et Zion sourit et le remercie. Observant de loin, Véladi remarque l'affection naturelle que ses amis partagent avec leurs parents. Ouah, la foule murmure en apercevant le rare renard roux, supposant que, comme prévu, le duc Elton était celui qui l'avait capturé. Le monarque barbu et roux dit au duc qu'il semble que la première place lui revienne encore une fois, mais le duc répond humblement qu'il est flatté. Zion et Mostin interrogent Véladi à propos de ses chevaliers en retard, craignant qu'il ne manque la cérémonie, mais elle les rassure calmement. Un groupe de jeunes nobles murmure de surprise, s'interrogeant sur l'identité de la personne dont le chariot vient d'arriver. Tandis que l'un des hommes identifie le chariot comme étant celui de Lady Véladi, elle se tient à proximité avec un air de confiance tranquille. Ces 3 chevaliers, dont Zéppeline, s'agenouillent et s'excusent du retard, présentant un chariot débordant de son gibier chassé, qu'elle considère comme un trésor pour prouver sa valeur. Véladi remarque son père, le duc Théodore, qui la regarde avec une rare expression de surprise. Un sourire satisfait orne les lèvres de Véladi, alors qu'elle réalise que voir le choc de son père est une sensation formidable. Tandis que Zéppeline et les autres déchargent son énorme butin, Mostin interpelle Véladi avec incrédulité. Mostin est sidéré, déclarant que pour sa première chasse, son habileté est tout simplement géniale. Ses amis s'émerveillent de son succès, Mostin toujours incrédule, et Zion soulignant qu'elle a même attrapé un renard roux. Un autre noble interroge le duc Théodore sur la raison pour laquelle il n'a pas emmené sa fille remarquablement douée à la chasse auparavant. Le monarque à la barbe rousse rit joyeusement, déclarant tel père, telle fille, la félicitant d'avoir hérité du talent de Théodore en plus de son apparence. Véladi dit humblement au monarque qu'elle est loin du niveau de son père, mais il écarte sa modestie, ravi que les 2 renards de prix aient été capturés. S'agenouillant à côté des prises, le monarque entame le jugement final, notant que le duc gagne en fonction de la taille et du nombre de renards. Cependant, il poursuit en disant que la peau de renard roux de Véladi est en excellent état, ce qui lui donne l'avantage sur ce point. Véladi révèle intérieurement sa stratégie, elle s'est concentrée sur la qualité de ses prises pour démontrer son adresse au tir, sachant qu'elle ne pouvait égaler la quantité de son père. Après avoir pesé les 2 facteurs, le monarque applaudit et déclare le duc Théodore Elton vainqueur du tournoi. Le monarque récompense le duc victorieux, lui accordant la permission de choisir n'importe quel prix dans la chambre du trésor royal. Se tournant vers Véladi, le monarque la félicite d'avoir remporté la 2e place pour ses débuts et exprime de grands espoirs pour son avenir. Le monarque annonce ensuite qu'il a également préparé une récompense spéciale, plus petite, pour le second.
Mostin et Zayon halètent, regardant avec une anticipation stupéfaite. Le prix se révèle être une magnifique épée, l'objet même que Véladi visait depuis le début. Véladi remarque le choc total de son père, réalisant que c'est la première fois qu'elle le voit aussi surpris. Le monarque offre à Véladi la chance de tirer l'épée et elle accepte volontiers. Lorsque Véladi dégaine l'arme, celle-ci émet une brillante lueur bleue et magique. Le monarque remarque qu'une épée pourrait être un cadeau étrange pour une dame, mais Véladi insiste sur le fait qu'elle la chérit plus que tout. Le monarque sourit, expliquant que l'épée a été offerte par son ancêtre il y a 200 ans, qualifiant son retour à la maison Elton de moment émouvant. Véladi incline la tête, exprimant sa profonde gratitude pour ce prix incroyablement généreux. Le monarque se tourne pour partir, tandis que Véladi se tient fièrement avec sa nouvelle épée. Serrant la poignée, elle pense avec une sombre détermination que maintenant, personne ne peut lui prendre cette épée. Un flashback narratif explique l'origine de l'épée, découverte et offerte à l'empereur par le 7e duc d'Elton, lors d'une guerre passée. Véladi réfléchit qu'elle doit avoir l'épée pour la même raison qu'elle a pris le cheval, Alexander, parce que lui aussi appartenait originellement à l'aîné. Elle se souvient d'une scène de l'histoire originale, où la protagoniste féminine, Nésia, voulait acheter un cadeau pour la cérémonie de passage à l'âge adulte de son frère. Dans le flashback, un jeune Meldor explique à Nésia que son épée actuelle était un prix pour avoir terminé 2e d'un tournoi de chasse à 16 ans. Véladi se souvient que le tournoi mentionné était celui-là même, et ce souvenir a motivé son vœu de participer. Arborant un sourire en coin, elle se félicite de son plan efficace pour à la fois impressionner Zeppelin et s'assurer l'épée. Tenant l'épée emballée, Véladi interpelle Sir Vincent qui se tourne pour la reconnaître. Elle lui assigne aussitôt la tâche de porter la lourde boîte, à sa grande surprise. Alors qu'il prend l'étui, Zeppelin est choqué par son poids et s'émerveille de la force pure de Véladi. Zayon s'approche, demandant prudemment à Véladi si elle est vraiment d'accord pour accepter l'épée. Véladi sourit, affirmant qu'elle aime l'épée et ne voit aucune raison de refuser un cadeau du monarque. Mostin applaudit son choix, tandis que Véladi dit froidement à Zayon qu'elle ne l'empêchera pas de se plaindre. Mostin déclare qu'il est de très bonne humeur malgré sa non-victoire, et Zayon ajoute qu'il est impatient de voir la suite. Véladi ressent une pointe de culpabilité, reconnaissant à quel point ses amis avaient essayé de la persuader. Dans un flashback, elle se souvient de la déception de ses amis concernant son évitement des épées, malgré son talent naturel. Elle se souvient d'un Mostin plus jeune l'exhortant passionnément à devenir chevalier, certain qu'elle serait légendaire. Une jeune Véladi refuse, incapable de supporter l'idée de faire sentir son frère inférieur, tandis que ses amis regardent avec frustration. Ils la supplièrent, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas à se retenir pour le bien de son frère. Véladi se souvient de la piqûre de leurs mots, qui rendait ses efforts pour gagner l'amour de sa famille totalement vains. De retour au présent, elle s'avoue que leurs mots lui faisaient si mal parce qu'ils étaient vrais. Remarquant son sourire, Mostin décide de sourire aussi, et Véladi explique qu'elle est simplement heureuse parce que la journée a été amusante. Tandis que Mostin rit, Véladi réfléchit intérieurement que ses amis n'ont jamais cessé d'essayer de la convaincre d'apprendre l'épée. La scène passe au grand domaine Elton au coucher du soleil, plus tard ce soir-là. Véladi arrive au bureau de son père, annonçant sa présence après avoir été convoqué. Le duc Théodore loue sa performance et l'interroge sur ses projets pour la récompense, ce à quoi elle répond qu'elle préservera l'épée héritée, mais l'utilisera aussi elle-même. Le duc approuve son plan bien réfléchi et Véladi ressent une vague de soulagement qu'il n'ait pas suggéré de donner l'épée à Meldor. Son père lui offre ensuite une récompense personnelle, lui demandant si elle désire quelque chose. Véladi se souvient que son père offre toujours des récompenses pour les réalisations, mais jusqu'à présent, ces opportunités étaient toujours revenues à son frère, Meldor. Refusant toute autre récompense, elle change de tactique, demandant ce qu'il en serait si elle domptait le cheval, Alexandre. Son père est pris de court, se demandant pourquoi elle voudrait le cheval de son frère au lieu d'une robe ou de bijoux. Véladi explique avec compassion qu'il est triste de voir le cheval fougueux confiné dans les écuries. Le duc demande si elle peut dompter Alexandre seule, et elle admet qu'elle aura besoin de l'aide d'un chevalier habile. Son père se caresse pensivement le menton, lui demandant si elle a un chevalier spécifique en tête pour cette tâche. Avec un sourire confiant, Véladi nomme Sir Zeppelin Vincent comme le candidat idéal. Le duc est perplexe face à son choix, lui demandant pourquoi elle veut spécifiquement Zeppelin. Véladi explique que, bien qu'elle ne connaisse pas beaucoup de chevaliers, l'assistance compétente de Sir Vincent pendant la chasse lui a valu sa confiance, contrairement aux autres chevaliers qui ont eu du mal avec Alexandre.
Elle se dit en elle-même que son père, bien que choqué par son choix du chef de la surveillance, approuvera probablement, sous-estimant ses véritables intentions. Acceptant, le duc lui assigne officiellement Sir Vincent, l'instruisant de bien entraîner Alexandre. Véladi rassure son père, promettant avec confiance de faire d'Alexandre un destrier loyal et doux. Avec un sourire déterminé, elle se jure qu'elle domptera aussi Zeppelin, et que ni lui ni le cheval ne seront jamais remis à Meldor. Plus tard aux écuries, Sir Vincent salue Lady Véladi, qui reconnaît calmement sa présence. Maintenant vêtu pour l'équitation, Véladi sourit à Zeppelin et suggère qu'ils aillent faire une promenade à cheval. Zeppelin tient les rênes d'un cheval blanc et accepte avec une expression légèrement hésitante. Alors qu'ils chevauchent, Véladi réfléchit à la fierté des vastes plaines privées de leur domaine, un luxe rare dans la capitale. Chevauchant plus loin dans le domaine, elle pense que son premier objectif est de s'éloigner du manoir. Arrivant dans un champ isolé, Véladi révèle que la zone restreinte est parfaite pour pratiquer l'escrime, laissant Zeppelin complètement confus. Son expression se durcit alors qu'elle demande s'il ne comprend toujours pas, se demandant si elle lui a laissé assez de temps pour réfléchir. Zeppelin s'adresse à elle formellement, offrant de répondre d'abord à ses questions pour apaiser sa propre angoisse. Véladi explique que connaître les veilleurs n'était pas difficile pour une famille puissante, révélant qu'elle a appris leurs secrets en déchiffrant leurs notes codées. Étourdi en silence, un Zeppelin choqué ne peut que bégayer d'incrédulité. Souriant avec dédain, Véladi écarte son choc, affirmant que, si elle pouvait briser le chiffre, trouver les notes n'était pas un défi du tout. Accablé, Zeppelin se couvre le visage de sa main, laissant échapper un lourd soupir. Au milieu de la forêt ensoleillée, Zeppelin commence à se ressaisir et se met à parler. Reprenant son calme, il pose la question cruciale, comment a-t-elle déchiffré leur code ? Véladi affirme nonchalamment qu'elle a simplement trouvé les règles et l'a résolu, poussant Zeppelin à s'émerveiller de ses incroyables capacités, confirmant son jugement à son égard. Dans ses pensées, Véladi ricane, admettant qu'elle n'aurait pas pu résoudre un chiffre d'expert et qu'elle ne connaît la solution que parce qu'elle l'a lu dans le roman original. S'attribuant le mérite de se souvenir des informations cruciales, elle le presse d'obtenir une réponse à sa proposition. Zeppelin soutient que le duc ne lui permettrait jamais de l'enseigner, mais elle rétorque qu'elle a déjà créé un prétexte naturel pour qu'ils soient ensemble. Alors que Zeppelin réalise son véritable motif, Véladi confirme son ambition. Conquérir non seulement lui, mais toute l'organisation des veilleurs. Il sourit, l'avertissant que, bien qu'elle puisse le rallier, le reste des veilleurs n'est loyal qu'au chef de la maison Elton. Coupant court à ses arguments, Véladi exige une simple réponse par oui ou non de la part de Sir Vincent. Après une pause tendue, Zeppelin répond d'un discret oui et Véladi demande s'il souhaite enseigner à une descendante directe de la famille Elton. Ouf! Zeppelin descend de cheval et s'agenouille gracieusement devant elle, la remerciant de lui avoir permis de réaliser son rêve. La tête baissée, il jure sa loyauté indéfectible en tant que son professeur et subordonné jusqu'au jour où elle commandera le monde. Alors qu'elle se détourne, Véladi répond froidement que son engagement est le moins qu'elle puisse attendre. Elle lui tend la main, déclarant qu'il doit lui faire confiance et la suivre, même si son chemin mène à travers l'enfer. Zeppelin prend délicatement sa main et l'embrasse, jurant de prendre son commandement à cœur. Ayant juré son obéissance, Zeppelin devient l'homme de Véladi, organisant immédiatement un programme secret d'entraînement à l'épée dans les plaines que Meldor déteste. Véladi réfléchit que Zeppelin était le subordonné le plus fiable du premier-né dans le roman, et bien qu'elle l'ait acquis tard, son jeu commence maintenant vraiment. Une grande insigne apparaît alors qu'elle décide de s'élever à une position de pouvoir indéniable, tout comme la protagoniste de l'histoire originale. De retour au manoir, un préposé invisible annonce formellement le retour de Lady Véladi. Marchant dans le manoir avec un majordome aux cheveux bruns, Véladi demande où se trouvent son père et son frère, Meldor. Le majordome, Rover, l'informe que le duc est au palais et que Meldor se repose après le dîner. Véladi se souvient comment Meldor a fait une crise de colère après qu'elle a commencé à entraîner Alexander, et il ne lui a plus parlé depuis. Elle considère son silence comme un avantage, et tourne ses pensées vers une question plus pressante. Observant les domestiques moroses, elle remarque l'atmosphère déprimante qui s'est installée dernièrement sur tout le manoir. Dans un triste flashback, elle se souvient à quel point le manoir était animé du vivant de sa mère, un contraste frappant avec sa morosité actuelle. Une belle image de la protagoniste féminine originale de l'histoire, Nessia, apparaît, souriant doucement avec un bouquet de fleurs jaunes. Véladi craint que le manoir ne reste dans cet état déprimant jusqu'à l'arrivée de Nessia, jugeant la situation affreuse. Frustrée,
Elle se plaint que l'atmosphère oppressante donnerait la dépression même à un nouveau-né avant d'avoir une réalisation soudaine. Elle se souvient du conseil de Zeppelin selon lequel pour gagner de l'influence, elle doit d'abord s'attirer les faveurs des domestiques du manoir. Du haut des escaliers, Velady convoque le majordome, Rover, et la gouvernante au salon, et il obtempère. Elle ajoute qu'il doit apporter de nouveaux catalogues de meubles, laissant un Rover surpris s'interroger sur sa demande soudaine. TSK. Velady affiche un air de détermination farouche, prête à exécuter son plan. Rover comprend et monte les escaliers pour obéir à son ordre. Velady soupire de frustration, pensant que Rover lui répond toujours, contrairement au majordome précédent, Charles, plus respectueux. Rover et la gouvernante, une femme aux cheveux bruns avec un nœud rouge, arrivent au salon pour voir ce que Dame Velady souhaite. Maintenant assise dans une robe bleue, Velady demande les catalogues que la gouvernante lui présente. La gouvernante s'excuse pour le manque de nouveaux meubles, mais Velady la rassure, comprenant que la maladie de sa mère n'a laissé aucun temps pour la redécoration. Une narration superposée explique la coutume selon laquelle la maîtresse de maison redécore chaque saison, une tâche que sa mère trouvait fastidieuse. La narration se poursuit, expliquant que la décoration du manoir est devenue terne après la préférence de Meldor pour les couleurs sombres, et que redécorer est devenu impossible après l'effondrement de leur mère. Résolue à remédier à l'atmosphère morne, Velady décide de rendre le manoir si lumineux que les domestiques n'auront pas le temps de déprimer. Elle ordonne à la gouvernante de commander une grande quantité de nouveaux meubles, déclarant une transformation complète du manoir. Rover proteste sous le choc, déclarant qu'elle ne peut passer de telles commandes sans la permission du duc et de Meldor. Quoique Velady piétine fermement le pied de Rover, le faisant crier UGH. Tandis que la gouvernante accepte avec enthousiasme la commande, Rover soigne son pied écrasé pendant que Velady s'adresse à lui. Elle lui rappelle froidement sa place, lui demandant si son père, Charles, ne lui a jamais appris les conséquences de lui élever la voix. Un flashback révèle que Rover a été nommé nouveau majordome, à la demande de son père partant à la retraite, Charles. Velady réfléchit qu'elle a toléré l'insolence de Rover en raison de sa loyauté envers son père et son frère, mais sa patience a atteint ses limites. Elle remet Rover à sa place, lui demandant qui va désormais prendre la responsabilité du manoir puisque sa mère est décédée. Tremblant sur le sol, Rover balbutie, tandis que Velady écarte son père occupé ou son frère débordé du rôle. Les yeux brillants de pouvoir, Velady le domine, exigeant qu'il lui dise qui est maintenant en charge du manoir. Elle se penche plus près, répétant sa question menaçante, tandis que Rover transpire de peur. Pour enfoncer le clou, elle demande de qui elle a vraiment besoin de permission pour redécorer le manoir. Rover s'empresse de s'excuser, admettant son erreur, et Velady lui dit froidement de préparer les ouvriers, ce à quoi il acquiesce humblement. Velady charge ensuite la gouvernante, Emily, d'informer les autres femmes de chambre du plan. Les bras croisés, Velady réaffirme son objectif, placer tout le personnel sous son contrôle absolu. Elle sait que le personnel est géré par la gouvernante et le majordome, son premier pas a donc été d'apprendre à les contrôler. Confiante que la gouvernante, Emily, est déjà de son côté, elle tourne son attention vers le problématique Rover. Velady sourit, confiante que gagner quelqu'un comme Rover sera simple et que le personnel suivra bientôt ses ordres. La scène passe à une vue extérieure du grand et majestueux manoir Elton. À l'intérieur, Velady dirige l'effort de redécoration, distribuant efficacement des nappes et des rideaux neufs aux domestiques. Elle motive le personnel en leur ordonnant de se dépêcher et en promettant une prime spéciale si le travail est terminé en 3 jours. Observant le personnel travailler efficacement, elle ressent un frisson satisfaisant, réalisant que c'est l'attrait du pouvoir. Debout à côté de Rover, elle sourit, savourant l'opportunité d'agir comme la véritable maîtresse de maison pendant que son père et son frère sont absents. Elle marche vers la magnifique serre en verre, un cadeau de son père à sa mère, amoureuse des fleurs. Elle se moque du cliché des mères aimant les fleurs dans les histoires, pensant que les gemmes magiques qui les préservent seraient mieux utilisées dans un coffre à bijoux. Contemplant la serre, elle décide de la réclamer pour elle-même et de la transformer, effaçant ainsi les souvenirs de sa mère et de Meldor. Un flashback commence, montrant Velady et un jeune Meldor prenant le thé, où il a déclenché une dispute après le départ de leur mère. Dans le souvenir, Meldor commande sarcastiquement ses mains propres, insinuant qu'elle ne fait aucun travail difficile. Agacée, Velady pense, on y retourne, sachant qu'il ne comprendra jamais les sacrifices qu'elle a faits pour garder ses mains propres. Alors que Velady sirote calmement son thé, décidant de ne pas s'engager, un Meldor enragé lui demande pourquoi elle l'ignore, et menace de la faire parler. Foum.
Un orbe de magie bleue tourbillonnant crépite et prend vie dans sa main. Reconnaissant un sort d'attaque, Véladi se prépare à le dévier, tandis que Meldor déchaîne une puissante explosion de magie. Dans un éclair d'énergie rouge, Véladi dévie le sort, laissant un Meldor stupéfait et blessé, incrédule. Pensant que Meldor est finalement devenu fou, Véladi est soulagé d'avoir pu utiliser du mana de base pour se défendre. Grimaçant de douleur à cause de l'utilisation soudaine de la magie, elle regarde le Meldor choqué, réalisant qu'il sait qu'il a fait une erreur. Une femme aux cheveux blancs se précipite, appelant le nom de Meldor, et le vérifie anxieusement alors qu'il est étendu sur le sol. Véladi pousse un soupir las, son expression emplie d'une triste résignation. Expliquant que Meldor a attaqué en premier, elle est coupée par sa mère, qui l'accuse avec colère d'avoir blessé son jeune frère. Véladi tente de protester qu'elle ne faisait que se défendre, mais sa mère se moque, demandant à quel point la magie d'un débutant pourrait être dangereuse. Alors que sa mère insiste sur le fait qu'elle doit toujours protéger son frère, Véladi se souvient de la douloureuse vérité, on attendait toujours d'elle qu'elle se sacrifie pour son frère. Véladi réalise que, bien que sa mère ait montré de l'affection, ses priorités étaient toujours claires. Meldor passait toujours en premier. En regardant sa mère consoler Meldor, Véladi admet qu'elle n'avait jamais ressenti autant d'amertume dans sa vie qu'à cet instant. De retour dans le présent, elle pense amèrement que si sa mère était en vie, elle la ferait payer, mais conclut ensuite qu'il est préférable qu'elle soit partie. Un heureux souvenir de l'étreinte de sa mère refait surface, et elle admet que malgré tout, elle l'aime toujours. Résolue à effacer les souvenirs douloureux liés à la serre, elle écoute Rover lui demander s'ils doivent installer les nouveaux meubles à l'intérieur. Elle confirme, instruisant Rover de remplacer tous les meubles en velours pour les accorder à la saison plus chaude, et il accepte volontiers. Alors que les serviteurs commencent à déplacer les meubles, un poing se serre de colère, et une pensée commence. Ceci. Meldor surgit, le visage masqué par la fureur, criant « Qu'est-ce que vous faites ?» Se dirigeant furieusement vers sa sœur, il la traite de folle, mais elle lui dit calmement de ne pas crier, expliquant qu'il s'agit juste d'une redécoration saisonnière. Il la relie furieusement à tout ce chaos, l'accusant d'avoir perdu la tête en redécorant juste après la mort de leur mère. Meldor se tourne vers Rover, exigeant de savoir pourquoi il ne l'a pas arrêté, laissant le majordome bégayer une réponse. Véladi s'avance, informant froidement Meldor que la redécoration saisonnière est une pratique courante et lui disant de ne pas s'en soucier. Meldor crie qu'en tant qu'héritier, il doit corriger une pouliche indocile, ce qui assombrit l'expression de Véladi de colère face à l'insulte. Il déclare qu'en tant qu'héritier, il ne tolérera pas son insolence et l'accuse de déshonorer la mémoire de leur mère. Claque, elle lui saisit le menton avec force, déclarant froidement « non » et affirmant qu'en tant que fille aînée, la gestion du domaine est sa responsabilité. Dominant sur lui avec une aura intimidante, elle se retient, pensant qu'elle ne peut pas réellement le blesser. Alors qu'elle le relâche, un Meldor effrayé l'accuse d'avoir seulement tenté de le menacer. Véladi détourne le regard, fulminant intérieurement de devoir endurer ces inepties insolentes sans riposter. « Je ne te pardonnerai pas », crie-t-il, invoquant à nouveau de la magie, laissant Véladi penser avec incrédulité qu'il l'attaque encore une fois. Elle reconnaît la magie de glace comme la spécialité de leur mère, et se demande comment son frère pourrait être assez tordu pour l'utiliser contre elle. Un sourire malicieux apparaît sur son visage, alors qu'elle réalise que c'est sa chance de s'emparer de la serre, et elle le nargue. « Bien, viens m'affronter. »« Tu penses que je ne le ferai pas ?» crie-t-il, déchaînant un torrent massif de magie de glace directement sur une Véladi préparée. Quam. Le puissant sort de glace la manque complètement et s'écrase contre le mur de la serre, brisant la vitre. Alors que la glace engloutit les meubles, Meldor regarde avec horreur, bégayant « Non, ceux de notre mère et les miens !» Il hurle de désespoir en contemplant la serre de leur mère, maintenant gelée et en ruine. Alors que le sol gèle, les serviteurs halètent de stupeur, et Meldor panique s'écriant « Les fleurs !» Il se tourne furieusement vers Véladi, exigeant de savoir pourquoi elle n'a pas esquivé l'attaque alors qu'elle aurait pu facilement le faire. Jouant l'innocente, elle prétend qu'elle était trop choquée et l'a accidentellement déviée, puis suggère avec insistance qu'il ne devrait pas utiliser une magie aussi puissante. Alors qu'il l'accuse d'avoir saccagé la serre de leur mère, elle rétorque calmement que c'est lui qui l'a détruite, la rendant inutile. Hurlant de rage pure, Meldor se jette en avant criant « Tu es morte !» Soudain, une voix sévère rugit « Meldor Elton !» alors qu'un homme en uniforme apparaît dans l'embrasure de la porte.
Leur père, le duc, exige de savoir ce qui s'est passé, et tandis que Véladi le salue, il demande à Ella d'expliquer la serre en ruine. Véladi s'avance, commençant à offrir son explication des événements. Ouah! Meldor fond en larmes, pointant un doigt accusateur vers Véladi, et affirmant qu'il essayait seulement de l'empêcher de profaner la serre de leur mère. Voyant son frère de 12 ans pleurer, Véladi se moque intérieurement de l'idée que son âge fasse de lui juste un enfant. Alors que son père commence à la questionner, Véladi le coupe avec un unique et ferme « non ». Le duc ordonne alors à Rover de lui donner une explication complètement objective, une requête qui met le majordome dans une position difficile. Elle se souvient de son précédent avertissement à Rover, lui rappelant par l'intermédiaire d'Emily qu'il devrait faire attention s'il veut éviter les ennuis. Rover commence son témoignage, expliquant que Lady Véladi avait restauré le manoir et changeait simplement le mobilier de la serre pour la nouvelle saison. Rover poursuit son récit au duc, expliquant que le jeune maître a simplement mal compris l'effort de redécoration. Meldor dénonce furieusement l'arrogance de sa sœur, remettant en question son droit d'être dans la serre de leur mère après l'avoir évité si longtemps. Véladi se remémore un souvenir douloureux, expliquant qu'après un certain incident, la serre est devenue trop douloureuse pour qu'elle la visite. Elle réfléchit que ni sa mère ni Meldor n'ont jamais compris ses sentiments, ce qui lui rendait impossible de les regarder ensemble dans cet espace. Le duc presse Rover pour des détails sur l'incident du saphir, et le majordome explique que la propre magie de Meldor s'est retournée contre lui. Meldor prétend sur la défensive qu'il voulait seulement l'effrayer, surpris que son sort est mal tourné alors qu'elle l'esquive normalement facilement. Véladi déclare calmement qu'elle a instinctivement utilisé du mana pour se défendre, déviant son sort sans aucune mauvaise intention. Meldor l'accuse furieusement de mentir, convaincu qu'elle a dévié le sort exprès pour ruiner la serre. L'expression du duc s'assombrit alors qu'il prononce sévèrement le nom complet de son fils, choquant Meldor et le réduisant au silence. Le duc renvoie Rover et les autres serviteurs de la pièce et le majordome s'exécute hâtivement. Tandis que le personnel défile, Rover jette un regard en arrière avec une expression inquiète. Le duc rappelle sévèrement à son fils qu'il l'a averti de ne pas laisser les émotions contrôler sa magie. Meldor s'excuse, mais son père menace de révoquer ses leçons de magie s'il agit à nouveau aussi imprudemment. Meldor proteste, mais le duc lui rappelle que ses privilèges magiques étaient une récompense pour son potentiel, pas un droit à gaspiller. Vaincu, Meldor commence à pleurer, admettant sa faute. Le duc observe son fils en pleurs en silence, son expression stoïque. S'adoucissant, le duc console son fils, reconnaissant la difficulté de ses devoirs mais l'exhortant à persévérer en tant qu'héritier de la maison Elton. Visiblement ému par ce rare moment d'affection paternelle, Meldor accepte en larmes les paroles de son père. Le duc tourne ensuite son attention vers Véladi, lui rappelant la valeur sentimentale de la serre pour son frère en deuil. Véladi affirme sa compréhension, mais les yeux de son père brillent de colère alors qu'il lui demande pourquoi elle causerait intentionnellement un tel conflit. Il pense furieusement qu'il ne lui a même pas encore accordé l'autorité officielle de superviser le domaine. Véladi s'excuse, admettant s'être emporté, tout en bouillant intérieurement d'être grondé malgré l'imprudence de Meldor. Son père lui dit simplement de se faire discrète et d'éviter les ennuis, ce à quoi elle acquiesce silencieusement. Véladi bouillonne de rage en voyant l'expression suffisante de Meldor derrière elle, pensant qu'elle est bien trop habituée à ce traitement injuste. Un sourire rusé traverse son visage alors qu'elle pense qu'elle a déjà un plan pour son prochain coup. Plus tard cette nuit-là au manoir, un domestique informe Véladi que le duc l'a fait appeler. Elle marche vers son bureau, pensant avec anticipation « enfin ». Plus tard, Véladi explique à Rover qu'elle a donné un rapport complet à son père, et il lui demande si elle pense qu'il a été cru. Elle déclare avec assurance qu'elle a briefé les autres serviteurs et félicite intérieurement Rover d'avoir parfaitement géré son témoignage. Un Rover satisfait pose une main sur son cœur, remerciant Lady Véladi pour ses louanges. Un flashback révèle sa prévoyance, elle a gardé les serviteurs présents pendant la dispute afin qu'ils puissent plus tard servir de témoins. Elle repense à son enfance, notant que si son père est rationnel, il s'est toujours montré émotif envers Meldor et l'a grondé en premier. Il n'apprenait la vérité que plus tard, et lui offrait en privé une compensation, un geste qu'elle appréciait et qu'elle ressentait à la fois. Bien que cela montrait qu'il se souciait, être blâmé en premier était toujours injuste. Maintenant, cependant, elle ne se laisse plus en affecter. À présent, elle remarque le regard froid et familier de son père, mais réfléchit qu'il n'a plus aucun pouvoir sur elle. La pensée de la récompense qu'elle obtiendra en supportant cette injustice est suffisante pour la faire sourire, à la grande confusion de Rover.
Elle entre dans le bureau lumineux de son père et annonce son arrivée. Le duc concède que, bien qu'elle ait été hâtive avec les rénovations, il a été trop dur dans ses reproches concernant l'incident de la serre. Reconnaissant sa propre faute, elle saisit l'occasion de demander l'entière responsabilité de la serre en ruine. Feignant le remords, elle prétend se sentir responsable de sa destruction. Elle propose de convertir l'espace en une chambre forte personnelle pour pierres précieuses, et son père accepte, lui confiant la serre et les rénovations. L'affaire étant réglée, le duc la congédie de son bureau. En partant, elle sourit et conseille à son père de se reposer. Il la regarde partir, répondant qu'il gérera ses propres affaires. Devant la porte, Véladi serre le poing, réalisant que son approbation lui donne le contrôle sur toutes les affaires internes et le personnel. Elle réfléchit à tout ce qu'elle a secrètement voulu, un cheval, une épée spirituelle, un homme, et sourit alors que ses plans sont enfin en marche. La serre immaculée se dresse désormais comme un symbole de sa victoire, mais elle sait que ce n'est que le début. En regardant son reflet, elle jure de récupérer encore plus que ce qui lui a été refusé. Marchant dans le grand hall, elle décide que pour véritablement échapper à ces circonstances, elle doit réclamer plus que ce qui lui revient de droit. La scène se conclut avec le duc assis seul dans son bureau, apparemment inconscient des véritables ambitions de sa fille. Toc. Le duc pose sa main sur son bureau, pensant avec épuisement « Je suis si fatigué ». Il se tient stoïquement dans son bureau, les bras croisés, contemplant ses lourds fardeaux. Il contemple un portrait de famille, s'avouant que sans sa défunte épouse, il ne sait pas comment élever les enfants, n'ayant réussi qu'à passer du temps avec Meldor. Se souvenant de sa femme, le duc pense à Véladi, dont les yeux, autrefois vifs, sont devenus sans vie depuis les funérailles, un changement qui le préoccupe. Il repense à un souvenir où il privilégiait Meldor, admettant avoir négligé Véladi parce que Meldor était l'héritier, ce qui a créé une distance gênante entre eux. Le duc se souvient de ses interactions passées avec Véladi, reconnaissant lui avoir délibérément parlé durement et se demandant maintenant s'il n'a pas été trop sévère. Submergé par le regret, il se demande pourquoi il fut si dur, spéculant que c'était dû à sa ressemblance avec lui et à ses grandes attentes, même connaissant son talent pour l'escrime. Il se souvient de sa femme, Bohémia, protestant contre l'apprentissage de l'escrime par Véladi, craignant qu'une cicatrice ne ruine ses perspectives de mariage. La narration explique que si la position de Véladi en tant que princesse Elton était forte, sa mère, Bohémia, avait grandi dans les bidonvilles du Nord, ce qui avait forgé ses vues démodées. Un flashback révèle que Bohémia fut élevée isolée dans une forêt avec un esprit de glace, la laissant déconnectée du monde moderne. Le duc se souvient de la mentalité dépassée de sa femme, qui demanda avec inquiétude à une jeune Véladi si elle ne risquait pas de se faire des cicatrices en pratiquant l'épée. Il se souvient d'avoir pris le parti de sa femme et d'avoir interdit à Véladi d'apprendre l'épée, lui disant que c'était pour son propre bien malgré son talent. Il se souvient du raisonnement de sa femme. Il devait se concentrer sur le jeune héritier Meldor. Et la mature Véladi comprendrait sûrement. Un souvenir douloureux ressurgit d'une jeune Véladi pleurant. Je ne veux pas arrêter, mais il se souvient d'avoir acquiescé à sa femme et ignoré la supplication désespérée de sa fille. Il se souvient à quel point Véladi devint silencieuse et renfermée après cet incident, admettant que la voir ainsi lui laissait toujours un poids sur le cœur. Pour échapper à sa culpabilité, il choisit de s'enterrer dans son travail, ignorant délibérément les besoins émotionnels de sa fille à la maison. De retour au présent, il soupire, acceptant que le passé soit immuable et qu'il ne puisse plus rien y faire. Il tente de se rassurer, pensant que, même si Véladi agit étrangement, elle a toujours été autonome et qu'il n'y a pas de véritable problème. Déposant un cadre photo, il se convainc qu'elle ira bien seule et que son malaise actuel n'est qu'une phase. Il pense à son inquiétude récente pour sa santé, regrettant de ne pas avoir répondu avec plus de gentillesse. Secouant la tête, il écarte cette pensée et retourne à sa paperasse. Il justifie sa distance émotionnelle en se rappelant ses immenses devoirs envers l'Empire, persuadé de ne pas avoir le luxe de jouer le rôle du père chaleureux. La scène se déplace vers l'extérieur du grand manoir, alors qu'un léger coup résonne à une porte. Rover entre dans le bureau de Véladi, présentant une pile de documents qu'il a traités pour l'aider à comprendre les opérations actuelles du domaine. Véladi est intérieurement impressionné, pensant que malgré ses attentes qu'il soit négligent, il a organisé les documents de manière très ordonnée. Rover explique fièrement que son père l'a bien formé aux tâches administratives, et Véladi reconnaît sa compétence d'un bon travail. En examinant les documents, elle découvre une section intitulée « Grand livre des dépenses personnelles » et en demande la nature. Rover explique joyeusement qu'il a créé le registre spécialement pour elle, laissant Véladi s'interroger sur son but.
Il explique que puisqu'elle est jeune et nouvelle dans son rôle, il l'a créée pour l'aider à gérer le budget du domaine. Son visage s'assombrit, tandis qu'elle s'interroge silencieusement sur ses véritables intentions. Rover explique joyeusement qu'à partir de maintenant, elle doit remplir un rapport de dépenses et le lui soumettre pour approbation avant d'utiliser ses fonds personnels. Ses yeux brillent de fureur en réalisant qu'il lui demande de lui rapporter toutes ses dépenses personnelles directement. Tandis que Rover explique qu'il examinera ses dépenses pour excès, Velady fulmine intérieurement que son bref moment de paix ait été brisé par son ingérence exaspérante. Un flashback explique que les fonds personnels sont gérés par la maîtresse de maison et que Rover et un autre majordome géraient les fonds de Velady en tant que mandataire de sa mère. Velady réfléchit qu'elle a maintenant le droit de contrôler ses propres dépenses de luxe, notant qu'elle ne s'est jamais une seule fois fait plaisir. Elle se souvient avoir été si désespérée d'être une bonne fille qu'elle n'a jamais osé décevoir ses parents avec des dépenses frivoles. Ayant accepté en silence une allocation plus petite que Meldor, elle est maintenant enragée que Rover pense qu'elle va dépenser sans compter et qu'il essaye d'interférer. Rover balaie sa colère d'un revers de main, la considérant comme un malentendu, insistant sur le fait que son aide est nécessaire en raison de sa jeunesse, mais Velady le coupe froidement, lui ordonnant de sortir. Un Rover choqué balbutie, mais elle répète son ordre, réduisant ses protestations au silence. Son regard furieux l'arrête net. Un Rover troublé se retire à la hâte, mais non sans lui rappeler de remplir le rapport de dépenses. Velady se moque de sa dernière pique, un sourire malicieux se dessinant, tandis qu'elle pense qu'elle va devoir prendre les choses en main. En regardant les documents, elle décide qu'elle pourrait aussi bien s'amuser un peu avec la situation qu'il a créée. Un sourire malicieux se répand sur son visage, tandis qu'elle complote pour donner une leçon de discipline à l'arrogant Rover. Une femme de chambre aux cheveux bleus tressés et aux lunettes arrive à la porte, s'annonçant à Lady Velady. Velady confirme que la femme de chambre a été briefée par son frère, affirmant que cela simplifiera les choses. Elle nomme immédiatement la femme de chambre son assistante personnelle, faisant d'elle le seul canal pour toutes les communications secrètes à partir de maintenant. La femme de chambre, présentée comme Stia Walker, s'incline et accepte sa nouvelle affectation. Il est révélé que Stia est la demi-sœur de Zeppelin et une observatrice déguisée dans le domaine. C'est pourquoi elle porte un nom de famille différent. Velady note le manque de ressemblance entre les demi-frères et sœurs, pensant qu'au moins elle et Meldor se ressemblent un peu. Velady remet en question la loyauté de Stia, lui demandant si une surveillante peut vraiment obéir à quelqu'un qui n'est pas le chef de la maison. Stia affirme sa loyauté, expliquant que puisque son frère a choisi Velady comme sa nouvelle maîtresse, elle fera confiance à sa décision. Satisfaite, Velady accepte son engagement et lui présente une enveloppe rouge scellée à la cire, annonçant la première tâche de Stia. Elle tend la lettre à Stia, lui ordonnant de la livrer secrètement à Zeppelin, de lire ses propres missions, puis de brûler le document. Velady congédie Stia, qui s'incline et accepte l'ordre. La narration explique que Stia, comme son frère Zeppelin, était une assistante de premier ordre du premier-né, un rôle dans lequel elle excellait. Il est révélé que Stia est une puissante mage qui a développé sa propre formule de sort et accompli des missions impossibles sans effort. Cette Stia, très capable, suivait le premier-né simplement parce que c'était celui que son frère avait choisi de servir. Velady réfléchit que Zeppelin, un pion louable, est maintenant tombé entre ses mains, entraînant avec lui sa redoutable sœur Stia. Une Velady Chibi sourit malicieusement, se sentant si satisfaite qu'elle n'a pas besoin de manger, et réfléchissant que sa prochaine étape est de chasser son père. La scène se déplace vers le manoir la nuit, alors que la pluie tombe à verse. Les bottes mouillées d'une figure encapuchonnée goûtent sur le sol alors que Lady Velady est annoncée. Velady, vêtue d'une robe bleue formelle, salue la silhouette sombre, pensant en elle-même qu'il est enfin arrivé. Pensant parfait, elle anticipe avec impatience la réaction de Rover en voyant l'homme cicatrisé et encapuchonné qu'elle a fait venir. Un Rover enragé martèle le couloir, fulminant que ce que Lady Velady a fait est incroyable. En tant que majordome en chef, il se souvient avoir entendu une histoire incroyable d'une femme de chambre nommée Emily. Dans un flashback, Emily demande à Rover s'il a entendu la nouvelle selon laquelle Lady Velady prévoit une rénovation à grande échelle du champ de tir. La femme de chambre bavarde joyeusement que Velady utilise ses propres fonds sans hésitation, notant que sa dame fait tout en grand. Dans le présent, Rover est choqué par la nouvelle d'une rénovation de stand de tir payé avec ses fonds personnels. Rover arrive sur les lieux pour voir des ouvriers du bâtiment déjà présents, inspectant le terrain près d'un grand coffre. Il fulmine que c'est scandaleux, car il s'attendait à ce que toute extravagance se limite aux robes ou aux bijoux, pas à la construction. Encore plus en colère, il réalise qu'elle a ignoré le rapport spécial sur l'utilisation des fonds personnels qu'il avait préparé,
se sentant ouvertement bafoué. En tant que majordome en chef, il se résout à arrêter ce comportement imprudent, qu'il assimile à jeter de l'or dans les rues. Il fait irruption dans le bureau de Veladi, exigeant avec colère de savoir comment elle a pu procéder sans permission et l'interrogeant sur le rapport. Il s'interrompt, les yeux écarquillés de confusion, en découvrant la scène devant lui. Rover est stupéfait de voir un gentleman âgé, bien habillé, aux cheveux gris et au bouc, qui le salue calmement. L'homme, Lord William, sourit chaleureusement et demande à Rover s'il va bien. William rit et donne une tape amicale dans le dos à Rover, qui est raide, lui demandant pourquoi il ne semble pas heureux de le voir. Un Rover troublé demande à Lord William ce qu'il fait dans le bureau de Lady Veladi, ce à quoi William répond qu'il a été invité. Veladi leur ordonne froidement d'arrêter de se tenir près de la porte et de s'asseoir, demandant combien de temps il compte la faire attendre. Alors qu'il s'exécute, William ricane, commentant que Rover bondit toujours comme un écureuil. Rover ignore la pique et se tourne vers Veladi, décidé à discuter de la construction du champ de tir. Il gesticule nerveusement avec les documents en main, se préparant à aborder ce problème. En voyant les plans, Rover est horrifié qu'elle creuse un étang, mais Veladi rétorque que c'est son argent. Il insiste sur le fait que cela ruinera les finances ducales. Lord William rit de bon cœur, taquinant Rover pour sa propension habituelle à paniquer, aux grandes dames de Rover. William déclare qu'il a examiné le budget et les assure que le montant est loin d'être suffisant pour nuire aux finances du ménage. Il ajoute qu'en fait, le fonds personnel de Lady Veladi a toujours été beaucoup trop petit, surtout comparé à celui, excessivement élevé, de Maître Meldor. Rover affirme sur la défensive que le duc Charles a simplement alloué le budget comme la duchesse l'avait demandé et que William ne connaît pas toute l'histoire. Lord William sourit narquoisement, rappelant à Rover qu'il était autrefois le majordome de ce manoir et qu'il en connaît les affaires de fond en comble. Veladi réfléchit que William joue son rôle à la perfection, se rappelant qu'il était l'ancien majordome en chef du domaine et qu'il avait démissionné pour prendre soin de la santé de sa femme. Un flashback montre William avec sa femme souffrante, expliquant que Charles, du domaine du Nord, a pourvu le poste vacant qu'il avait laissé. Veladi remercie William d'avoir facilité les choses, tandis que la narration explique que son remplaçant, Charles, venait d'un domaine de rang inférieur, rendant le retour de William un défi indésirable à l'autorité de Rover. Rover est choqué de voir le rapport qu'il a soumis sur la table, réalisant qu'il est en cours d'examen. William fait remarquer calmement qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le rapport de Rover cette fois-ci. Tenant le presse-papier, William interroge spécifiquement la manière dont la liste des serviteurs du Nord a été rédigée. Rover admet que c'était basé sur le rapport de son père datant de 2 ans, et William le réprimande pour s'être fié à d'anciens documents sans les vérifier. William signale une erreur majeure. Un baron répertorié est décédé l'année dernière, et son fils détient désormais le titre, ajoutant qu'il y a de nombreuses autres erreurs. Veladi suggère doucement que William devrait de nouveau travailler pour la famille, feignant de se soucier des sentiments de Rover, tout en souriant intérieurement à sa nature envahissante. Elle continue, suggérant que Rover apprécierait sûrement l'aide d'un majordome expérimenté, ce qui provoque un démenti paniqué de sa part. Un Rover troublé déclare qu'il est le majordome en chef actuel et qu'il ne tolérera personne interférant avec son autorité. Tandis que Lord William promet de revenir sous peu, Veladi le regarde partir avec Rover, murmurant son nom pensivement. Thump. Rover observe l'homme âgé partir, pensant son nom avec incrédulité, tandis que l'homme jette un coup d'œil en arrière. Le regard de Veladi se durcit alors qu'elle demande froidement si Rover est en position de parler, le laissant balbutier de confusion. Elle le réprimande pour s'être immiscé dans ses finances et être entré sans y être invité, tandis qu'il s'excuse, expliquant qu'il a trouvé injuste d'être ignoré. Son expression tranchante s'adoucit en surprise face à son raisonnement. À son grand étonnement, les yeux de Rover se remplissent de larmes, alors qu'elle se demande si un homme adulte est réellement en train de pleurer. Elle ricane intérieurement, réalisant que Rover est un maître gâté qui ne sait même pas ce qu'est l'injustice et décide de se taire pour l'instant. Veladi lui fait la leçon, affirmant que ses plaintes de privilégiés sont pure arrogance, promettant de lui montrer ce qu'est la véritable injustice. Elle demande si son père, Charles, ne lui a appris que le respect dû à un majordome, le prenant au dépourvu. Un bref flashback montre Rover jurant de se souvenir des paroles de son père. Rover la réfute, affirmant que son père lui a enseigné la loyauté envers la maison Elton, ce qui la pousse à demander si elle doit lui enseigner sa véritable signification. Tenant son rapport, elle souligne que ce n'est qu'une copie du travail de son père de l'année dernière,
avec seulement les dates modifiées. Il s'excuse, et elle remarque que, puisqu'il sert le même maître, il est naturel que son travail n'ait pas changé. Elle le prévient d'arrêter d'imiter maladroitement son père s'il souhaite être plus qu'une simple copie. Velady fait taire ses protestations, déclarant que William était son invité et le congédiant froidement de son bureau. Rover médite sur son passé, se rappelant comment il a toujours suivi les traces de son père, espérant enfin le rattraper en devenant majordome en chef. Il réalise que son impatience à faire ses preuves a toujours été une faiblesse, menant à son comportement imprudent. Il se tourne et offre à Velady des excuses sincères et profondes, mais elle lui demande sèchement si c'est tout. Agité, Rover se demande s'il a d'autre choix que de rester une copie de son père. Velady lui dit que le choix lui appartient, mais lui offre ensuite astucieusement de lui montrer une autre option, piquant sa curiosité. Avec un sourire malicieux, Velady lui demande ce qu'il penserait de devenir son homme de confiance. Un Rover confus demande ce qu'elle veut dire, et elle clarifie qu'elle veut quelqu'un qui suit ses ordres. En tendant la main, elle précise qu'elle veut quelqu'un dont la loyauté envers elle prime sur leur loyauté envers le chef de la maison. Rover remet à nouveau en question son offre de devenir sa personne. Velady réitère sa condition. Sa loyauté envers elle doit passer avant même les ordres du chef de la maison. Choqué, Rover proteste qu'en tant que majordome, il doit rester neutre, et ne peut pas prendre parti dans les factions de la maison. Elle conteste sa revendication de neutralité et il hésite, admettant qu'il est neutre, probablement. Velady demande si son père lui a appris à être neutre, puis le réprimande pour son incapacité à échapper à l'ombre de son père. Elle lui dit de ne pas trop y penser, lui rappelant qu'il priorise les ordres de leur père, simplement parce qu'il est le maître actuel. Elle explique que devenir sa personne signifie simplement qu'il suivrait ses ordres avant ceux de son père. Elle ajoute que, puisque leur père donne rarement des ordres directs, personne ne remarquerait probablement même le changement dans son allégeance. Elle écarte sa préoccupation, demandant quel problème pourrait bien survenir si le majordome priorisait les ordres de l'intendant interne. Hochant la tête, Rover concède qu'elle a raison. Velady les congédie, lui laissant le temps de considérer son offre. Rover s'incline respectueusement et la remercie en sortant de son bureau. Une fois dehors, l'expression maussade de Rover disparaît, remplacée par un joyeux fredonnement tandis qu'il s'éloigne. Un coup retentit, et après avoir entendu la permission de Velady, la porte s'ouvre. Lord William et la servante aux cheveux bleus Stia entrent, et William demande à Velady comment était son jeu d'acteur. Velady demande s'ils ont été vus, mais William répond que cela n'aurait pas d'importance puisqu'il est arrivé déguisé. Une main lui d'une énergie magique dorée. Le déguisement se brise, révélant un jeune homme souriant aux cheveux rose-violet qui déclare être venu incognito. Stia réprimande l'homme, qu'elle appelle Zeppelin, pour avoir joué avec sa magie. D'un claquement de doigts, une énergie bleue enveloppe Zeppelin. Les cheveux de Zeppelin deviennent bleu foncé, alors qu'il reprend une autre forme, riant d'avoir été excité. Velady les félicite tous les deux, surtout Zeppelin, pour son jeu d'acteur impeccable, qu'il reconnaît comme une compétence clé pour un observateur. Velady complimente ensuite l'excellente magie de Stia, et la servante la remercie. Impressionnée, Velady note intérieurement combien il est difficile de maintenir la magie de transformation si naturellement. Elle réfléchit que même en affaiblissant les sorts de sécurité du domaine, se faufiler sans être détecté en se déguisant était un exploit incroyable. Velady songe que le jeu d'acteur de Zeppelin est si bon qu'il pourrait être un espion n'importe où, et elle prévoit de l'utiliser pour une tâche plus importante la prochaine fois. Elle demande ce qui est arrivé au vrai William, et Zeppelin révèle qu'il a été puni comme traître par le duc il y a 16 ans. Velady repense à son plan initial de trouver le vrai William, décidant qu'il aurait été inutile d'utiliser à la fois lui et Zeppelin juste pour gagner la loyauté de Rover. Un flashback montre le vrai William désespéré, Velady se souvenant avoir découvert qu'il était un espion, éliminé sans pitié par son père à l'aide de ses gardiens. Dans un autre flashback, le père de Velady informe sa mère, qui vient de donner naissance à Velady, que le départ de William, prétendument dû à la maladie de sa femme, n'était qu'une couverture. Velady se demande pourquoi cette vérité choquante ne figurait pas dans l'histoire originale, puis demande à Stia s'ils ont déjà découvert pour qui travaillait l'espion William. Stia rapporte que William n'a jamais révélé son maître ni la raison de sa trahison. La femme de chambre demande s'ils doivent enquêter davantage, mais Velady rejette l'idée, affirmant que c'est bon. Velady reconnaît intérieurement que l'incident est suspect, mais décide de laisser tomber, car elle a de plus grandes préoccupations désormais. Zeppelin félicite Velady d'avoir pris le contrôle du majordome en chef, mais sa sœur Stia avertit que rien n'est encore confirmé.
Zeppelin défie Stia, lui demandant si elle n'a pas vu le visage de Rover en sortant du bureau, piquant la curiosité de la femme de chambre. Arborant un sourire narquois, Zeppelin décrit l'expression de Rover comme distraite mais avec des yeux brillants, concluant que le majordome est étonnamment facile à gérer. Velady arbore un sourire narquois, pensant qu'avec Emily et Rover sous contrôle, elle est prête à commencer son véritable entraînement, ses yeux rouges brillants de détermination. Dans un hall ensoleillé, Rover s'agenouille devant Velady, lui jurant solennellement de la suivre pour le reste de sa vie. Il déclare passionnément son rêve de servir un seul seigneur comme un chevalier, jurant sa loyauté à elle seule. Satisfaite, Velady félicite Rover, notant en privé que son engagement est semblable au serment de loyauté d'un chevalier. 2 saisons passent, le domaine est montré sous un ciel d'hiver, signalant le passage du temps. Épuisé par son entraînement dans une forêt ensoleillée, on demande à Velady comment se déroule sa formation. Elle répond que c'est gérable, mais Zeppelin rétorque qu'elle s'entraîne plus durement que les observateurs d'élite. Zeppelin la loue, affirmant que son niveau d'effort est ce qui fait d'elle un génie parmi les génies. Il ajoute que si les chevaliers de la maison Elton voyaient sa croissance rapide, leur morale chuterait sûrement. Lorsque Velady demande à quel point elle est forte, un Zeppelin extatique proclame qu'elle a déjà dépassé la plupart des observateurs et des chevaliers. Débordant d'admiration, Zeppelin déclare passionnément que les fous peuvent suivre son frère. Mais le vrai pouvoir, Velady, est juste à ses côtés. Prenant une gorgée, Velady transpire et pense sèchement à elle-même que son fidèle disciple est un fanatique discret. Velady réfléchit à la manière dont elle a complètement gagné le personnel, qui priorise désormais ses désirs par rapport à ceux de son père ou de Meldor. Elle se souvient que la gestion directe des salaires, avec Rover et Emily de son côté, a forcé le personnel à lui prêter attention. En promettant des allocations supplémentaires régulières, du majordome en chef jusqu'au dernier, elle a réussi à renforcer encore la loyauté du personnel. Une chibi Velady sourit d'un air suffisant, concluant que le meilleur travail est toujours celui qui paie bien. Zeppelin lui rappelle une réunion, et elle lui demande de confirmer si ses compétences sont à la hauteur de la plupart des chevaliers. Il confirme avec enthousiasme ses compétences, et elle suggère astucieusement qu'ils fassent ce qu'ils ont tous les deux désiré faire. Avec un sourire rusé, Velady pense qu'il est temps de se vanter de ses capacités, ce qu'elle a bien mérité. Une calèche arrive à un grand domaine, signalant leur arrivée pour la réunion prévue. Un homme blond accueille Velady, et elle demande si Zion est là. L'homme confirme qu'il attend déjà. L'homme blond sourit largement, demandant si elle est de bonne humeur car il va enfin pouvoir s'entraîner avec elle. Il lui dit avec enthousiasme qu'il attend ce moment depuis qu'elle a décidé d'apprendre l'épée. Velady raconte qu'après avoir gagné Zeppelin et Rover à sa cause, elle leur a immédiatement révélé la vérité sur ses plans. Dans un flashback, elle annonce sa décision d'apprendre l'escrime en secret, à l'insu du reste de sa famille. L'homme blond, Mostin, attrape l'homme aux cheveux violets, Zion, et crie avec enthousiasme, demandant si cela se produit vraiment. Un chibi, Zion et Mostin célèbrent le succès de leur mission, soulagés de ne pas avoir perdu le génie du siècle. Mostin demande avec impatience à Velady de s'entraîner, disant qu'il a toujours voulu la défier en duel au moins une fois. Velady sourit, demandant plus de temps pour s'entraîner mais promettant de le défier elle-même quand elle sera prête. Après environ 6 mois, la scène est prête pour un nouveau développement. Tenant son épée avec un sourire confiant, Velady se déclare enfin prête et défie Mostin Fredo. Ravi, Mostin accepte son défi et les deux s'affrontent pour leur duel tant attendu. Vlan. Submergé et épuisé, le vaincu Mostin gît à terre, demandant faiblement de l'eau. Zion tend une outre d'eau au vaincu Mostin, qu'il accepte avec gratitude. Zion offre ensuite une outre d'eau à Velady, qui le remercie tandis que Mostin boit la sienne en arrière-plan. Reprenant son souffle, un Mostin stupéfait exprime son étonnement face à la force écrasante de Velady. Il proteste que, si les compétences peuvent combler les écarts de puissance, sa force est si immense que ses propres compétences sont rendues complètement inutiles. Une chibi Velady explique sagement qu'il faut accomplir l'absurde pour être qualifié de génie, un sentiment avec lequel Zion est d'accord. Velady s'assied et réfléchit, satisfaite du plaisir qu'elle a eu à affronter quelqu'un de nouveau et d'avoir failli vaincre Mostin en un seul coup. Une main touche le tissu d'une robe bleue accompagnée d'un doux soupir. Ah, dans un panneau encadré de fleurs. Alors que Zion s'apprête à poser un mouchoir par terre pour elle, Velady sourit et lui dit de simplement s'asseoir. Après que Zion se soit agenouillé, Mostin le taquine en le qualifiant de jeune maître précieusement élevé, mais Velady rétorque que Mostin est celui qui n'a pas été élevé avec autant de soin.
Mostyn convient que Véladi a été la seule élevée avec force, mais elle le corrige, affirmant qu'elle s'est élevée elle-même. Mostyn se souvient à quel point l'image de Véladi était intense lors de leur première rencontre, et Zion rit, ajoutant qu'ils ont tous grandi de la même manière. La conversation fait ressurgir le souvenir de Véladi de sa première rencontre avec Mostyn et Zion. Dans un flashback, une jeune Véladi en robe rouge, accompagnée d'un chat blanc, interpelle quelqu'un hors champ. Le jeune Zion, debout à côté du jeune Mostyn, dit froidement à la fille de partir. Un blason doré apparaît, symbolisant les 3 piliers robustes qui soutiennent l'Empire. Une carte affiche les territoires des 3 grandes familles ducales, les Elton, Fredo et Agra, notant que des enfants sont nés dans chacune d'elles la même année propice. Le récit identifie les 3 enfants comme Véladi Elton, Mostyn Fredo et Zion Agra, notant que les garçons étaient considérés comme des génies même bébés. Véladi réfléchit qu'étant la seule fille, elle n'a eu aucune connexion avec les 2 garçons pendant leur petite enfance. Le récit indique qu'à l'âge de 10 ans, un incident s'est produit lors de l'achèvement d'une nouvelle école pour roturiers commandée par le défunt empereur. Un titre de journal annonce l'achèvement triomphal de la toute première école pour roturiers. Cette école, une victoire âprement gagnée par le défunt empereur contre le Conseil des nobles, fut finalement achevée sous le règne de son fils, tandis qu'une vision du couple royal est montrée. Véladi se souvient avoir assisté à la grande cérémonie d'ouverture avec son père, un événement obligatoire pour tous les nobles de haut rang. Lors de la cérémonie, elle a vu Mostyn et Zion ensemble pour la première fois pendant qu'elle se mêlait aux autres filles, mais alors que les nobles commençaient à partir, la journée a pris une tournure sombre. Boum! Une explosion massive déchire l'école dans ce qui deviendra l'incident terroriste de l'explosion de l'école Kenyuve. Virgil Edetan Kelly. L'explosion a été causée par des nobles mécontents qui ont posé une bombe, mais heureusement personne n'est mort dans l'attaque. Les terroristes, soucieux d'éviter des victimes parmi les nobles, avaient stratégiquement placé la bombe uniquement dans l'annexe arrière de l'école. Véladi raconte que c'était un coup de chance que le bâtiment effondré soit vide, tandis qu'elle se promène dans un parc avec son chat. Elle explique que c'était une pure coïncidence si les 3 se trouvaient dans l'annexe. Elle y avait suivi son chat. Pendant ce temps, les 2 garçons s'étaient aventurés dans la même zone à la recherche d'un endroit pour jouer, et une jeune Véladi les interpelle. Le jeune Zieng la congédie, déclarant froidement qu'ils vont jouer seuls et qu'elle devrait partir. Véladi le défie, lui demandant pourquoi elle devrait partir alors qu'ils l'ont interrompu. Mais Zion rétorque qu'ils sont en supériorité numérique. Alors que Mostyn essaye de faire la paix, une explosion soudaine et violente éclate derrière eux, le coupant court. Hein ? Un Mostyn perplexe se retourne, stupéfait par la déflagration soudaine. Tandis que Mostyn regarde le bâtiment s'effondrer, Véladi crie. C'est dangereux. En un éclair, Véladi se jette en avant, tirant les 2 garçons vers le bas et les protégeant de son corps. Une barrière magique d'un bleu éclatant s'active, enveloppant les enfants tandis que des débris pleuvent. Le bouclier magique tient bon, protégeant les 3 à l'intérieur de l'épave. En sécurité à l'intérieur du bouclier, Mostyn demande si le danger est passé, et un Zion ébranlé confirme qu'il le pense. Véladi dit immédiatement aux garçons qu'elle a besoin de voir leurs accessoires. Les garçons révèlent leurs objets de protection. La broche violette de Zion est fissurée, tandis que celle de Mostyn, la verte, est complètement brisée. Une narration en surimpression explique que les enfants de nobles de haut rang portent des accessoires enchantés avec de la magie de protection. Véladi se souvient que sa mère lui a donné un collier enchanté, notant que si les objets des garçons se sont activés, c'est sa broche qui les a finalement sauvés. Le récit clarifie que les gemmes gravées de magie sont incroyablement rares, avec seulement 3 diamants de ce type en existence, dont un se trouvait dans le collier de Véladi. Une vision de la mère sereine et aux cheveux blancs de Véladi apparaît, les mains jointes en prière. De retour au moment présent, Véladi se tient devant les 2 garçons, et leur dit qu'ils ont eu de la chance d'avoir survécu, grâce à elle. Un Mostyn timide la remercie avec gratitude, admettant qu'ils auraient été en grand danger sans elle. Un Zion plein de remords s'excuse d'avoir essayé de se disputer avec elle plus tôt. Véladi accepte leurs excuses et annonce qu'il est temps pour eux de quitter les décombres. Mostyn la questionne, pensant qu'ils devraient attendre les secours, mais Véladi le prévient que leur bouclier protecteur est fini, et non tout puissant. Mostyn la regarde avec une compréhension grandissante, réalisant qu'elle a raison. Il désigne ensuite l'énorme tas de débris qui bloquent leur chemin, demandant comment ils pourraient bien passer. Imperturbable, Véladi dit simplement aux garçons de la suivre, tandis qu'elle marche avec assurance sur le sol lumineux du bouclier. Stamp! Elle pose fermement son pied, testant la surface magique. Mostyn et Zion la regardent, les yeux écarquillés de stupéfaction. Les garçons la saisissent, lui demandant si elle est folle,
mais elle explique calmement qu'ils sont parfaitement en sécurité tant que le bouclier tient. Elle révèle qu'elle a déjà repéré la sortie pendant l'effondrement et déclare que leur priorité est de s'échapper avant que le bouclier ne cède. Mostyn argumente que d'autres pourraient être encore piégés, mais Veladi rejette sa préoccupation comme de la spéculation, affirmant qu'attendre un sauvetage incertain est un risque encore plus grand. Zion interrompt la dispute, les exhortant à ne pas gaspiller d'énergie et déclarant qu'il a un moyen. En souriant, Zion explique qu'il va utiliser la magie pour chercher des créatures vivantes et demande à Veladi d'attendre. Veladi est intérieurement impressionné que Zion puisse déjà si bien utiliser la magie, digne de l'héritage de sa famille, et accepte à contre-cœur. Alors que Zion commence son sort, un cercle magique violet complexe brille intensément autour de lui. L'énergie magique s'étend en un immense réseau de détection bleue, et Mostyn demande ce qu'il a trouvé. Zion se concentre intensément, déclarant qu'autour de leur emplacement actuel, il y a, tandis que Veladi et Mostyn regardent anxieusement. Veladi et Mostyn retiennent leur souffle, attendant les résultats du sort de Zion. Zion annonce que la zone est dégagée de toute présence humaine, au grand plaisir surpris de Mostyn. Mostyn propose avec enthousiasme de dégager les débris si Veladi lui montre le chemin, mais elle déclare calmement qu'elle peut le faire elle-même, bien qu'il insiste pour aider. Zion convient que Mostyn devrait s'en occuper en raison de son entraînement physique, et Mostyn proclame fièrement sa force, tandis que Veladi écoute. Veladi dirige Mostyn vers un point de départ, souhaitant en privé échapper aux décombres suffocants aussi vite que possible. Mostyn accepte la tâche avec confiance, tandis que Zion court pour le rejoindre, offrant son aide. Tandis que les garçons se mettent au travail, Veladi observe et se dit qu'il semble y être presque. Ouf, Mostyn et Zion peinent à déplacer une énorme roche, grommelant qu'elle est trop lourde et difficile à bouger. L'air exaspéré, Veladi leur dit de s'écarter, incapable de les regarder se débattre plus longtemps. Les garçons la regardent, incrédules, tandis que Mostyn se demande comment elle pourrait bien déplacer le rocher qu'ils n'ont pas pu bouger ensemble. Bang! D'un seul coup de pied puissant, Veladi brise l'énorme rocher en morceaux. Complètement abasourdi, Mostyn et Zion ne peuvent que balbutier, pas possible, et ouah! Alors que la poussière retombe, Veladi note avec soulagement que la barrière protectrice a disparu juste au moment où ils ont dégagé le chemin. Une équipe de sauvetage arrive, criant de soulagement qu'ils ont trouvé les enfants et appelant immédiatement des médecins. Un homme inquiet se précipite vers le jeune Mostyn, vérifiant s'il va bien. Un Zion en larmes est serré dans une étreinte étroite par ses parents soulagés. Le père de Veladi lui demande si elle est blessée, et elle lui assure que la barrière les a tenus en sécurité. Son père hoche la tête, disant que sa sécurité est tout ce qui compte, alors qu'ils se tiennent au milieu des ruines. Les enfants sont réunis avec leur famille, Mostyn et Zion recevant un réconfort chaleureux de leurs parents. Regardant les retrouvailles, Veladi se dit silencieusement que ça va, car elle est habituée depuis longtemps à réprimer ses sentiments d'être le second choix. Son père décide qu'il devrait retourner au domaine pour un examen médical, et elle accepte silencieusement. Alors qu'elle s'éloigne, une voix l'appelle par son nom, et elle se retourne, surprise. Zion la remercie formellement pour leur sauvetage, mais Veladi le rejette humblement comme quelque chose de naturel. Zion lui dit qu'elle était cool, et un Mostyn enthousiaste surgit, confirmant qu'elle était incroyable et demandant à être son amie. Veladi est stupéfaite par cette offre soudaine, se demandant s'ils veulent vraiment être ses amis. Mostyn explique effrontément qu'il veut un ami cool, puisque Zion est déjà le rigolo, tandis que Veladi doute qu'elle soit très amusante. Quand Mostyn insiste pour avoir une réponse, elle dit timidement qu'elle y réfléchira, à son grand désarroi comique. Les trois partagent un rire, et Veladi narre qu'à ce moment-là, ses sentiments de jalousie s'évanouirent. De retour au présent, Veladi sourit tendrement, réfléchissant aux liens étranges mais durables qu'ils ont formés ce jour-là. Elle se souvient que dans l'histoire originale, Mostyn est mort dans l'explosion, un destin sinistre qu'elle a empêché sans le savoir. Elle se souvient aussi que le Zion original a survécu mais a été estropié, perdant une jambe dans l'effondrement. En regardant ses amis sains et heureux, Veladi réalise qu'elle a complètement déformé les événements tragiques de l'histoire originale. Elle repense à l'explosion, se rappelant comment la barrière du collier était la preuve la plus tangible de l'amour de sa mère qu'elle ait jamais ressenti. Son cœur se serre en se souvenant que le collier a été pris et donné à son frère Meldor, jugé plus important en tant qu'héritier. Un souvenir douloureux remonte à la surface d'une jeune Veladi choquée, réalisant qu'il avait ordonné que le collier lui soit retiré. C'était sa propre mère, qui lui a froidement dit d'être généreuse pour le bien de son frère, bien qu'elle ait elle-même subi une discrimination similaire. Veladi repousse le souvenir amer, pensant que cela n'a plus d'importance puisque sa mère et cette branche de la famille ont disparu.
Ses pensées sont interrompues lorsque Zion s'approche hésitamment, disant qu'il y a quelque chose qu'il voulait demander. Zion et Mostyn lui demandent pourquoi elle a finalement décidé d'apprendre l'escrime, se rappelant qu'elle l'évitait pour ne pas éclipser son frère. Véladi croise les bras, déclarant qu'elle a eu une révélation, ce qui pique la curiosité de Zion. Avec une clarté retrouvée, elle déclare qu'elle ne bloquait pas le chemin de Meldor. C'était lui qui bloquait le sien. Elle exprime fermement son désir de bâtir sa propre influence, sans être retenue ni se soucier de sa famille. Émue par sa résolution, Zion et Mostyn s'engagent immédiatement à la soutenir pleinement, et elle demande à Zion de l'aider pour sa formation d'héritière. Véladi explique que bien qu'elle connaisse les bases, elle s'est vue refuser les leçons avancées et demande à Zion de lui enseigner ce qu'elle a manqué. Zion explique à Véladi qu'il a déjà maîtrisé l'essentiel auprès de son professeur, Zeppelin, et n'a plus rien à apprendre de lui. Un narrateur loue la brillance de Zion en tant que mage compétent, assurant qu'il sera un excellent instructeur de grande qualité pour Véladi. De retour dans la salle d'entraînement, Zion accepte avec confiance d'enseigner à Véladi, qui le remercie tandis que Mostyn demande qu'il lui enseigne l'escrime. Mostyn demande si elle s'entraîne avec Sir Brooks aux côtés de son frère Meldor, doutant que leur père le permette. Véladi admet que son père ignore son entraînement à l'épée, car il l'ignore, tout en jurant secrètement de ne pas révéler l'unité de surveillance clandestine de sa famille. Elle déclare vaguement avoir elle-même recruté un chevalier, et Mostyn réagit avec surprise, commentant la façon dont leur père favorise Meldor. Mostyn propose de lui présenter son propre maître, mais Véladi déclare avec assurance qu'elle développe déjà ses propres techniques, l'impressionnant. Un bruit soudain interrompt leur conversation, faisant tourner Véladi, Zion et Mostyn, surpris, vers la source du bruit. Les yeux de Véladi s'écarquillent de reconnaissance, en apercevant un petit enfant blond qui a trébuché et est tombé par terre. Un Mostyn choqué appelle le nom du jeune garçon. Ryuspel. Mostyn s'agenouille pour vérifier Ryuspel, qui dit qu'il va bien, puis soupire, disant à son jeune frère de saluer les autres. Alors que Mostyn guide Ryuspel en avant, Zion salue le jeune garçon, et Mostyn demande si cela fait longtemps. Ryuspel demande timidement un autographe à Véladi, disant à un Mostyn surpris qu'il la trouve cool. En riant, Mostyn réalise que Ryuspel les a vus s'entraîner, et se lamente que son plan de ne montrer que leur côté cool ait été déjoué. Zion propose en plaisantant son propre autographe, se vantant de sa magie, mais Ryuspel le rejette catégoriquement d'un simple « Non, merci ». Un Zion abattu marmonne le nom de Ryuspel, tandis que Mostyn et son petit frère rient de ce refus catégorique. Mostyn serre fièrement son frère, déclarant que Ryuspel est déjà son portrait craché. Véladi observe l'interaction joyeuse des frères avec un sourire chaleureux, pensant à quel point elle est heureuse que Mostyn soit en vie. Elle réfléchit que Ryuspel aurait été seul et malheureux si Mostyn était mort, un triste destin qu'elle a empêché sans le savoir. Le récit révèle que dans l'histoire originale, Ryuspel Fredo était un personnage clé, destiné à devenir le protagoniste masculin et à tomber amoureux de Nesia. Le narrateur explique que l'enfance solitaire de Ryuspel dans la chronologie originale découlait d'une tragique absence familiale. Dans cette chronologie, sa fragile mère, la duchesse Fredo, s'est effondrée après sa naissance, laissant un jeune Mostyn la réconforter. La mort de Mostyn dans l'explosion a aggravé l'état de la duchesse, et elle est décédée dans l'année, laissant une tombe solitaire. Pleurant la perte de sa femme et de son fils aîné, le duc Fredo tomba dans une profonde dépression, élevant un jeune Ryuspel, avec une négligence quasi totale. Les domestiques de la maison évitaient le garçon, le blâmant pour les tragédies, ce qui fit que Ryuspel endura une enfance très solitaire. Dans l'histoire originale, il a été sauvé en rencontrant Nesia. Le récit note que son rôle de protagoniste masculin est devenu plus proéminent plus tard dans le livre. Véladi se souvient qu'elle n'a jamais fini de lire le roman, la laissant ignorer toute l'étendue de l'histoire de Ryuspel. Elle se souvient qu'un incident majeur devait se produire dans la seconde moitié de l'histoire, mais elle n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Décidant de s'en soucier plus tard, Véladi est ramené au présent alors que Mostyn s'extasie sur la mignonnerie de son petit frère. Mostyn continue de louer la mignonnerie de Ryuspel, ce à quoi Véladi répond d'un dédaigneux. Alors que Mostyn commence à se vanter, Véladi le coupe, menaçant d'abandonner Ryuspel s'il n'arrête pas de se pavaner. Un Mostyn agité essaye de se plaindre de Meldor, mais une Véladi chibi lui dit sévèrement de se taire. Véladi les observe avec un sourire complice et subtil. Pendant que Zion divertit un Ryuspel ennuyé avec une petite flamme, Véladi ressent un soulagement que le garçon mène une vie heureuse. Comme Mostyn a survécu à l'incident de Kenyube, la santé de sa mère ne s'est pas aggravée, leur permettant de passer plus de temps ensemble.
La duchesse a combattu sa maladie pendant 4 années supplémentaires, donnant à son mari le temps de se préparer à son décès, qu'il a affronté avec calme et sérénité. Le duc, à son tour, devint un père aimant qui prit soin de ses fils, s'assurant que Riuspel grandisse profondément aimé au lieu d'être négligé. Véladi rappelle effrontément à Mostyn de lui être reconnaissant, le faisant gémir parce qu'elle évoque à nouveau l'incident. Mostyn s'excuse, attribuant sa réaction instinctive au fait qu'elle a utilisé l'incident salvateur comme excuse pendant des années, mais elle jure de ne jamais le laisser l'oublier. Riuspel rapporte que Véladi harcèle son frère, incitant un Mostyn horrifié à demander si le garçon l'aime plus que lui. Véladi sourit paisiblement, se souvenant de sa journée agréable passée à faire des plans pour un duel avec Mostyn et des leçons avec Zion. Ses pensées se terminent alors qu'elle narre son retour au domaine du duc Alton. Une femme de chambre salue Dame Véladi avec une expression inquiète, poussant Véladi à demander ce qui s'est passé. La femme de chambre, troublée, hésite, incapable d'expliquer clairement la situation. Véladi observe une agitation à l'entrée, où le personnel est rassemblé avec anxiété autour de 2 hommes. Un homme aux cheveux bruns, surpris, se tourne et appelle nerveusement Lady Véladi. Véladi reconnaît la symphonie familière que sa mère et Meldor aimaient autrefois, réalisant que quelque chose ne va pas du tout. L'homme angoissé explique que lui et les préposés n'ont pas pu l'arrêter en raison de sa ferme décision. Prenant les choses en main, Véladi renvoie le personnel, leur assurant qu'elle gérera la situation en marchant vers le son de la musique. Elle trouve un garçon aux cheveux foncés vautré près d'un phonographe, et lui dit fermement « Meldor, lève-toi !» D'un claquement sec, la main de Véladi s'abat sur le phonographe, faisant taire brusquement la musique. Un Meldor agacé lui demande pourquoi elle a arrêté la musique, remettant en question sa présence et le gramophone. Véladi lui rappelle que leur père a placé cet endroit sous sa gestion, mais Meldor rétorque que c'était à l'origine l'espace de leur mère. Véladi déclare froidement que puisqu'il l'a ruiné, c'est maintenant le sien, tandis qu'il suggère sarcastiquement qu'elle l'utilise au moins pour la musique. Meldor se souvient que les loisirs de leur mère étaient le jardinage et la musique, offrant de passer outre la prise de contrôle de Véladi si elle honore la mémoire de leur mère. Véladi rejette catégoriquement ces conditions, lui disant d'écouter de la musique dans sa propre chambre, ce qui provoque Meldor à lui ordonner de quitter ses souvenirs. Véladi le défie calmement, lui demandant s'il compte défier les ordres de leur père, en remettant en question son autorité sur les lieux. Meldor lui crie en retour, demandant si elle croit vraiment que leur père la laissera faire ce qu'elle veut avec la pièce. Véladi acquiesce en sachant que leur père ne le fera pas, accusant Meldor de simplement attendre sa chance de tout reprendre. Dominant son frère, Véladi déclare qu'elle en a fini d'être son punching ball. Elle sourit, se rappelant une récente rencontre avec Meldor dans le couloir juste après son entraînement. Dans un flashback, Meldor se plaint amèrement de son entraînement difficile, tandis que d'autres, comme Véladi, s'amusent. La jeune Véladi, tenant une épée d'entraînement, rétorque qu'il ne devrait pas la blâmer pour son propre manque de progrès. Enragé, Meldor balance son épée en bois sur elle, la traitant de paresseuse profiteuse. Une main attrape la lame en plein élan avec un claquement sec. Véladi arrête sans effort son attaque, lui disant froidement de corriger sa sale habitude. Stupéfait et furieux, Meldor exige de savoir qui elle se croit être pour lui donner des ordres. De retour au présent, Véladi avertit Meldor que la prochaine fois, elle ne sera pas aussi clémente, et lui dit d'aller dans sa chambre. Meldor bout de rage tandis que Véladi lui tourne le dos, décidant de le laisser à sa colère. Véladi s'éloigne, pensant qu'il est inutile de s'engager avec lui pendant qu'il boude, laissant Meldor furieux derrière elle. D'un dernier coup, elle claque la porte au nez de son frère furieux. Véladi congédie le personnel inquiet, leur disant de laisser Meldor à sa colère et de retourner à leurs tâches. Elle réfléchit à la nature immuable de son frère, se remémorant ses tentatives infructueuses de lui parler au cours des 6 derniers mois. Véladi comprit que son ressentiment venait du fait qu'il endurait un entraînement éreintant, tandis qu'elle semblait mener une vie de loisir. De son point de vue, il saignait pour ses études tandis qu'elle se contentait de jouer, ce qui le poussait à la traiter froidement. Lors d'une confrontation passée, Meldor fusille Véladi du regard avec une hostilité manifeste. Véladi se souvient s'être désespérément retenue, sachant que le combattre pourrait lui coûter l'autorité qu'elle avait sur le domaine. Elle réfléchit à sa position fragile et à l'inutilité de raisonner avec quelqu'un qui l'a toujours méprisée. Elle identifie sa plus grande peur, le lien étroit entre Meldor et leur père, qui confère à son frère une influence constante. Son plan repose sur l'anniversaire à venir de leur mère, l'événement qui déclenche l'histoire originale,
et lui offre une chance d'éloigner leur père. Véladi songe qu'une fois leur père parti, Meldor sera vulnérable et tombera directement entre ses mains. En regardant par la fenêtre, elle réaffirme sa résolution d'endurer jusqu'à ce jour, anticipant avec impatience sa victoire sur Meldor. Quelques jours plus tard, Véladi apprend pendant un repas qu'une étrange grotte a été découverte dans les montagnes du Nord. À table, son père confirme qu'un vieil homme cueillant des herbes a signalé la grotte inhabituelle. Véladi exulte intérieurement. « C'est ici !» Tandis que son père lui demande si elle a un problème. Son père poursuit, expliquant que les érudits ont averti que la grotte est dangereuse et sujette à l'effondrement. Malgré le danger, il révèle qu'une grande quantité de magie naturelle s'y est accumulée, et Véladi s'interroge sur sa signification. La narration explique le flux habituel de la magie naturelle, semblable à une rivière, contrastant cela avec une rare découverte 50 ans auparavant d'une grotte où elle s'accumulait comme un lac. Cette grotte s'est avérée être une mine d'améthyste magique, une gemme rare qui pouvait être inscrite de magie. Un magnifique collier de pierres précieuses bleues scintille, symbolisant l'immense valeur d'une telle découverte. Un roi puissant est représenté, sa nation ayant accédé à la grandeur grâce à la richesse d'une mine d'améthyste. Véladi se souvient que les autres grottes magiques étaient des échecs, mais elle sait que celle-ci est le jackpot, une mine de rubis magiques. Elle considère la richesse existante de sa famille provenant d'une mine de minerai de fer. La valeur des rubis magiques, une gemme jamais découverte auparavant, est incomparable à un simple minerai de fer. Elle sait qu'introduire des rubis magiques au monde apporterait non seulement une richesse immense, mais aussi une attention mondiale. Véladi se souvient du roman que le fils aîné avait initialement insisté pour explorer la grotte, obtenant la pleine autorité de son père. Elle sait que son père ne l'enverrait jamais. Elle, une fille, à une expédition aussi dangereuse. Elle raisonne aussi qu'il n'enverrait pas non plus le jeune et inexpérimenté Meldor. Leur grand-père étant trop vieux, elle en conclut que seul leur père reste pour enquêter lui-même sur cette cruciale mine de gemmes. Elle reconnaît que cette certitude est due à sa connaissance de l'histoire. Pour quiconque d'autre, ce serait un pari dangereux. Véladi propose d'explorer la grotte, arguant que le profit potentiel d'une mine de pierres précieuses l'emporte sur le danger, ce qui pousse son père à lui demander pourquoi. Elle suggère qu'une enquête minutieuse serait sûre, mais Meldor l'interrompt, déclarant qu'il pense autrement. Meldor s'y oppose passionnément, craignant une catastrophe d'origine humaine, et insistant sur le fait que leur famille n'a pas besoin de prendre de tels risques. Véladi est déconcertée par l'opposition de Meldor, qui contredit l'histoire originale, et elle réprime son envie de frapper son visage suffisant. Leur père met fin au débat, déclarant qu'il prendra la décision lui-même, et leur disant de laisser tomber le sujet. Comme prévu, Véladi note que son père semble prendre parti pour Meldor, un développement auquel elle était préparée. Avec un sourire confiant, Véladi pense qu'elle n'a aucune intention de le laisser faire à sa guise. Plus tard cette nuit-là, Véladi marche seule dans un couloir silencieux et éclairé par la lune, portant une lanterne allumée. Elle entre dans l'ancien laboratoire vide de sa mère, se rappelant qu'il était autrefois enchanté de sorte que seul son propriétaire pouvait y entrer. Véladi se souvient d'une scène du roman où un esprit des neiges dit à une jeune Nésia que sa mère, Doémia, a caché des choses précieuses sous son lit. Sachant que Nésia trouverait plus tard les affaires de sa mère là-bas, Véladi décida de les récupérer en premier. Elle confirme que sa raison d'avoir choisi le laboratoire plutôt que la chambre à coucher est que sa mère y travaillait souvent tard. Véladi réfléchit qu'il était facile de garder le laboratoire intact, car elle l'avait exclu du nettoyage, et les souvenirs de sa famille étaient ailleurs. Elle se dirige délibérément vers le fond de la pièce. Tout comme l'histoire l'avait prédit, Véladi s'agenouille et découvre un livre rouge caché sous le lit. Elle sort le journal enchanté de sa mère, notant sa surface propre malgré son âge. Véladi se souvient comment Nésia a initialement utilisé ce journal pour gagner la faveur de son père et de ses frères. Souriant sournoisement, Véladi tient le journal, pensant qu'elle a un tout autre but en tête pour celui-ci. S'installant sur un canapé, Véladi est assise seule dans la somptueuse pièce, prête à inspecter le contenu du journal. Elle ouvre le livre, son expression sérieuse, alors qu'elle commence sa recherche. En feuilletant les pages, elle trouve rapidement ce qu'elle cherchait. L'entrée du journal révèle les pensées de sa mère concernant un anniversaire approchant et un souvenir particulier qu'il évoque toujours. Sa mère se souvient de la prophétie d'un esprit des neiges selon laquelle un certain trésor appartiendrait un jour à Théodore, leur père. L'entrée montre la confusion de sa mère face à la prophétie et sa décision de ne pas en parler à Théodore.
Véladi connaît la vérité. Le trésor dont l'esprit parlait était Nésia. Le début de l'histoire est montré avec l'esprit des neiges confiant une jeune Nessia aux cheveux blancs à son père. Véladi complote, sachant que la dévotion de son père envers sa mère signifie qu'il ne refusera rien en rapport avec elle. Elle prédit que l'esprit des neiges se rendra au manoir du Nord, s'assurant que son père y rencontre Nessia. Véladi se souvient que Nésia était fragile et est tombée malade après être arrivée dans la capitale dans l'histoire originale. Cela force un changement de plan. La mauvaise santé de Nésia exigera qu'elle reste au manoir du Nord pour se rétablir. Une Nessia heureuse et en bonne santé est montrée, représentant le temps précieux que le plan de Véladi lui fera gagner. Véladi décide d'utiliser ce temps pour consolider sa position et régler le compte de Meldor une fois pour toutes. À l'intérieur du journal, elle trouve une note contenant ce qu'elle sait être une ancienne formule pour contracter avec des esprits. Le récit explique que leur mère, Doémia, a utilisé cette formule rudimentaire pour invoquer l'esprit des neiges chez Néon, mais n'a pas réussi à former un contrat. Dans l'histoire originale, c'est Nessia qui a trouvé le journal et a réussi à compléter la formule magique. Finalement, Nésia a formé un contrat avec Néon, acquérant l'immense et unique pouvoir de l'esprit. Ce pouvoir, combiné à la propre énergie lumineuse de Nessia, l'a établie comme l'héroïne bien-aimée de l'histoire. Véladi sourit, clarifiant qu'elle n'a pas besoin du pouvoir de Nessia, mais qu'elle utilisera la formule pour contracter d'autres esprits pour elle-même. D'un claquement décisif, elle ferme le journal, sa prochaine étape étant claire, le montrer à son père. Alors qu'elle ferme le livre, une photographie cachée en tombe, qu'elle s'attendait à trouver. Véladi admet que son malaise l'avait empêché de chercher le journal et la photo jusqu'à ce moment. Dans l'histoire originale, sa mère gardait une photo de son fils aîné bien-aimé, témoignage de son immense fierté et de son amour. Voir cette photo a été le catalyseur pour que le fils aîné accepte enfin Nessia comme sa sœur. Véladi se tient seule dans un vide obscur, réfléchissant à sa propre position de fille aînée sans particularité. Elle se demande si sa mère, qui a déversé tout son amour sur le fils dans le roman, a également gardé une photo d'elle. Ses yeux brillants de détermination, Véladi décide que le moment est enfin venu de le découvrir. Elle ramasse la photographie, révélant l'image d'une femme souriante aux cheveux clairs. En regardant la photo, Véladi est frappée par un sentiment de familiarité alors qu'elle reconnaît le visage. Elle fixe à nouveau la photo, ses pensées concentrées sur le visage de la femme. En regardant de plus près la photo de sa mère aux cheveux clairs tenant un bébé aux cheveux foncés, Véladi réalise avec un choc. C'est toujours moi. Véladi se souvient que malgré de nombreux mauvais souvenirs de sa mère, quelques bons souvenirs existaient absurdement. Elle se souvient de sa mère aux cheveux blancs, alitée et frêle, qui lisait des livres les jours où elle se sentait bien. Dans ce souvenir, une jeune Véladi hésite au seuil de la porte de sa mère, craignant de la déranger. Sa mère sourit gentiment depuis son lit, disant doucement à Véladi que tout va bien, et l'invitant à s'approcher. Assise sur le lit, sa mère lui demande si elle a fait un autre rêve effrayant, ce qui pousse une Véladi surprise à demander comment elle s'en souvenait. Sa mère répond que c'était important, parce que Véladi l'avait dit. Sa mère la réconforte, lui caressant les cheveux et lui disant de ne pas s'inquiéter, tandis que Véladi se souvient de ses cauchemars constants concernant le décès de sa mère. Le souvenir de sa mère lui demandant de sourire, disant qu'elle était la plus jolie quand elle le faisait, traverse son esprit. De retour au présent, Véladi identifie cela comme son souvenir le plus récent, se sentant mal d'être une bonne fille de le chérir, alors que sa mère favorisait son frère ou sa sœur. En regardant la photographie, elle se demande pourquoi sa mère la tenait, et si elle était aimée, pensant que ce ne serait pas si désagréable si Meldor était sur la photo. Elle écarte cette pensée, décidant que toute affection n'était que des restes de Meldor, et jette la photo dans une boîte n'en ayant plus soif. En laissant tomber la photo, elle rationalise que son malaise n'est que des sentiments persistants qu'elle a encore pour sa mère. S'éloignant, elle souhaite que tout ce qu'elle ressent, amour ou haine, s'évapore rapidement. Bâillant, Véladi commence la journée fatiguée après une nuit blanche, notant que son père devrait être dans son bureau. Elle rencontre le plus proche aide de son père, le baron Rius P2, un homme sincère et rationnel avec qui elle échange des salutations. Véladi se souvient que le baron était aussi son professeur, et celui de Meldor, ce qui en faisait l'une des rares personnes avec qui elle se sentait à l'aise. Elle demande au baron Rius P2 pourquoi il est encore au travail, et il soupire que son Altesse fait travailler tous les aides à fond. Véladi sourit gentiment, offrant de lui donner, ainsi qu'aux autres aides, des herbes médicinales pour les aider à retrouver leur force. Le baron la remercie abondamment avant de prendre congé, et Véladi lui souhaite bon travail.
Alors qu'il part, Véladi jette un œil par l'ouverture de son bureau. Elle observe les aides ensevelies sous des montagnes de paperasse, réalisant que leur travail est aussi épuisant qu'une entreprise noire de sa vie antérieure. Voyant un aide épuisé, elle réalise qu'ils sont piégés dans les heures supplémentaires parce que leur patron est à proximité, et un plan se forme pour les rallier en envoyant son père loin. Un petit coup à la porte, et Véladi entre dans le bureau de son père avec un sourire, lui souhaitant une bonne soirée après qu'il l'a invité à entrer. Son père lève les yeux de son travail tandis qu'elle annonce qu'elle a quelque chose qu'elle doit absolument lui montrer. Avec un geste théâtral, elle présente le livre rouge, déclarant que c'est le journal intime de sa mère, laissant son père sidéré et silencieux. Son père prend le livre, demandant d'où il vient tout en confirmant que c'est l'écriture de Doémia et qu'il ne l'avait jamais trouvée auparavant. Il demande si elle l'a trouvée dans la salle de recherche, et Véladi ment, prétendant qu'elle regrettait sa mère et est tombée dessus par hasard là-bas. Son père réfléchit qu'il aurait dû chercher là, et la félicite pour cette découverte. Une réaction immédiate sur laquelle elle comptait. Véladi dit à son père qu'il y a une partie spécifique qu'il doit voir, et il demande de quoi il s'agit. Elle explique qu'elle a plié la page pour lui, et il commence à feuilleter le journal. Ses yeux s'écarquillent de choc, alors qu'il lit le mot unique et crucial, « trésor ». Véladi sourit, sachant qu'il est secoué, exactement comme elle l'avait prévu, grâce aux écrits de sa mère sur Nésia. Elle sème une idée, suggérant que sa mère a laissé un trésor dans le nord et qu'il devrait aller le chercher. Avec une urgence feinte, elle ajoute que quelqu'un d'autre pourrait le trouver en premier, pensant intérieurement que c'est le coup de grâce pour sceller son plan. Son père, maintenant convaincu que l'esprit des neiges connaît le trésor, frappe du poing sur le bureau et ordonne à Véladi de convoquer ses aides, décidant de reporter la réunion de famille à demain. Véladi acquiesce, satisfaite qu'il soit prêt à partir immédiatement, et sait qu'il votera désormais en faveur de l'expédition dans la grotte du Nord. Son père rationalise auprès de ses conseillers que si trouver le trésor est une excuse faible, la grotte récemment découverte est la parfaite couverture. Suivant son ordre, Véladi charge une domestique de lui amener immédiatement le baron Rius P2 et Rover. Véladi sourit triomphalement, sachant que sa volonté est en train de se réaliser et que le moment de sa victoire est enfin arrivé. Après que Véladi a remis le journal, la décision soudaine de son père de voyager vers le nord plonge toute la maisonnée dans une frénésie de préparatifs. Ils organisent à la hâte une escorte de chevaliers et paient un supplément pour s'assurer une réservation de cercle de téléportation. Le château du Nord est également plongé dans le chaos. Le personnel se démène pour se préparer à l'arrivée personnelle du duc. Dans un souvenir, son père rappelle à un jeune Meldor sa responsabilité en tant que seul et unique héritier de la famille Elton. Le jeune Meldor, les yeux brillants, promet avec enthousiasme à son père qu'il gardera toujours son devoir à l'esprit. Dans le présent, son père se tourne de Meldor pour s'adresser à Véladi. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, et elle l'assure qu'en tant qu'aînée, elle gérera parfaitement la résidence en son absence. Son père donne l'ordre de partir, et un garde crie « Oui, votre grâce !» alors qu'il s'éloigne à cheval. Véladi les regarde partir, faisant ses adieux à son père alors que lui et son escorte franchissent le portail. Dès que leur père est parti, Meldor confronte Véladi, remettant en question son usage du terme aîné, et la prévenant de ne pas prendre la grosse tête. Il passe devant elle, ricanant qu'elle ne sait faire que du shopping avec des amis. Avec un sourire suffisant, Meldor annonce qu'il retourne dans sa chambre pour agir comme un héritier digne de ce nom. Une femme de chambre rapporte à Véladi que le cercle de téléportation vers le nord s'est activé normalement, et Véladi la renvoie, lui ordonnant de rester à l'écart. Son père parti de la capitale, Véladi affiche un sourire narquois, réalisant qu'elle est désormais libre de faire ce qu'elle veut. D'un claquement de chaussures, Véladi marche délibérément dans le couloir, commençant son plan. Elle fait irruption dans la chambre de Meldor, qui lui dit avec colère de partir, tandis qu'elle jure intérieurement de dresser ce gamin immature. Véladi fait calmement face à un Meldor stupéfait, décidant que sa première leçon sera de lui apprendre le mot « sœur ». Sa main se dirige délibérément vers le gramophone, prête à commencer la leçon. Alors que la musique commence à jouer, un Meldor effrayé lui crie dessus, exigeant qu'elle quitte immédiatement sa chambre. Véladi sourit narquoisement à un Meldor terrifié, songeant qu'il est plein d'énergie et qu'elle devrait la lui drainer d'abord. Tandis que la musique joue, Meldor trébuche en arrière, la suppliant de ne pas s'approcher davantage. Meldor hurle de terreur, lui ordonnant de rester loin de lui. Le premier jour sans leur père, Véladi invite de manière menaçante Meldor à passer un bon moment ensemble, tandis que ses cris appelant sa sœur résonnent d'en bas.
À l'extérieur du manoir, les cris désespérés de Meldor admettant qu'il avait eu tort résonnent aux côtés des sons stridents d'un violon. Le foyer est plongé dans le chaos, alors qu'une femme de chambre s'enfuit, un petit esprit aux cheveux violets conseille la vengeance, et un homme en pousse un autre, criant « Bouge-toi !» Meldor observe incrédule Véladi, maintenant vêtue d'une robe verte, diriger calmement les domestiques, pensant qu'elle agit comme si elle était la propriétaire des lieux. Meldor confronte furieusement Véladi, criant pour attirer son attention. Véladi se retourne avec une légère irritation, demandant froidement « Quoi ?» Surpris, Meldor balbutie grande sœur et Véladi lui demande calmement ce qu'il veut. Meldor ressent une pression écrasante, se demandant pourquoi lui, l'enfant préféré, a maintenant l'impression qu'elle plane sur lui et envisage de reculer. Il décide de ne pas reculer, se rappelant comment elle a utilisé la serre de leur mère, et semble maintenant s'en emparer. Serrant le poing, il décide qu'il doit l'arrêter, se rappelant la responsabilité que son père lui avait confiée. Dans un flashback, son père lui rappelle son devoir en tant qu'unique héritier de la maison Elton. Fortifié par les paroles de son père, Meldor exige de savoir ce que Véladi pense faire, déclarant que c'est lui le responsable. Les bras croisés, Véladi lui demande s'il ne peut pas le voir par lui-même, mais Meldor lui dit avec colère de ne pas faire l'idiote. L'expression de Véladi se durcit d'agacement face à la défiance de son frère. Elle rappelle à Meldor que la serre lui appartient, faisant de ses actions ses propres affaires, coupant court à son objection balbutiante. Le congédiant complètement, Véladi lui dit d'aller faire ce qu'il est censé faire. Vaincu et abattu, Meldor s'éloigne de la confrontation. Il tremble d'humiliation, pensant qu'elle n'a aucun droit de le traiter ainsi, alors qu'elle était autrefois trop timide pour même lui parler. Courant dans le couloir, il réalise que son cauchemar a commencé au moment où leur père est parti pour le nord. Il se souvient de la symphonie qu'il aimait autrefois se transformant en une mélodie tout droit venue de l'enfer. Dans le souvenir, Véladi se penche, demandant de manière menaçante ce que Meldor va lui dire. À genoux en signe de reddition, Meldor balbutie « J grande sœur », mais Véladi fait semblant de ne pas l'entendre. En larmes, Meldor crie qu'elle est sa sœur et la traite de maudite diablesse. Il essaye désespérément de l'empêcher de remettre l'aiguille sur le redoutable gramophone. Véladi le nargue à propos de sa symphonie préférée, alors qu'il la supplie d'arrêter. Pleurant, Meldor gémit qu'il déteste la musique maintenant. Véladi lui tapote la tête, menaçant de rallumer le gramophone à moins qu'il ne continue à l'appeler grande sœur, et il accepte en larmes. De retour au présent, Meldor serre un oreiller, tremblant de rage et maudissant Véladi Elton. Il frappe furieusement l'oreiller, jurant de ne jamais oublier l'humiliation et se demandant pourquoi le diable le tourmente. Il essaye de justifier ses actions passées, admettant qu'il n'a pas été gentil avec Véladi, mais insistant que ce n'était pas si grave. Meldor se souvient de sa vie choyée, justifiant ses plaintes en contrastant ses études épuisantes avec sa liberté sociale, notant que sa mère prenait toujours son parti. Il se souvient comment Véladi était toujours sa cible facile, une ombre jalouse blottie derrière leur mère. Il se souvient qu'elle était un personnage secondaire qui subissait toujours les conséquences de ses querelles. Meldor admet de rares moments de pitié qui se sont rapidement transformés en rage et en paroles cruelles, mais rejette tout cela comme étant terminé maintenant. Il conclut que le jour où son père est parti, un démon a emménagé dans leur maison. Meldor se souvient avoir essayé de riposter, mais ses punitions étaient toujours pires, comme le forcer à tenir une lourde pile de livres. Il s'indigne de son traitement injuste, remettant en question son droit de le punir alors que ses parents ne l'ont jamais fait, tandis qu'un petit esprit lui dit de lire un livre. Il réalise que la pression qu'elle dégage est comme faire face à leur père, se demandant si elle n'avait pas caché sa force depuis le début. Meldor fait le lien, réalisant que le voyage soudain de son père était étrange et devait avoir été orchestré par Véladi, une diablesse parmi les diables. Appelant à l'aide, Meldor souhaite être plus âgé pour riposter et jure qu'il ne pardonnera jamais à Véladi Elton. Meldor demande furieusement où se trouve Rover à un domestique visiblement nerveux qui vient d'arriver. Furieux, Meldor pense à ce bâtard de Rover, qu'il a remarqué passer du temps avec Véladi Elton dernièrement. Il se dit que s'il savait que la femme de chambre en chef était la marionnette de Véladi, il ne peut pas croire que Rover l'ait trahi, se remémorant leur lien étroit et le long service de Rover à la famille. Se demandant comment sa sœur a pu rallier Rover à sa cause, Meldor décide de recourir à un coup bas qu'il avait gardé en réserve. Il remet une lettre à un domestique, ordonnant qu'elle soit livrée au nord par le coursier le plus rapide. Meldor sourit d'un air suffisant, convaincu que Véladi est fini, et qu'une fois leur père revenu, ce sera lui qui rira du démon. Le coursier livre la lettre scellée à la cire, mais pas au nord. Il la remet directement à Lady Véladi,
Béladi tient le message intercepté, se moquant de ce qu'elle appelle une ridicule petite lettre. Elle se tourne vers Rover, louant son bon travail et lui donnant l'ordre de lui rapporter directement tout ce que Meldor fait, ce à quoi il acquiesce docilement. Tandis que Béladi s'éloigne, elle médite sur le fait que son frère insensé ne réalise pas que tous ses serviteurs lui appartiennent désormais. Elle jette avec mépris la lettre de Meldor dans la cheminée, pensant qu'il est pathétique qu'il n'essaye d'écrire que maintenant après que le personnel l'ait ignoré pour elle. Béladi sourit d'un air suffisant, réfléchissant qu'en 2 semaines depuis le départ de leur père, un Meldor vaincu n'a pas osé répliquer, sachant que l'héritier gâté ne peut le supporter. Tandis que la lettre brûle, elle note qu'il a tenu plus longtemps qu'elle ne s'y attendait, et décide qu'il est temps d'offrir une carotte après avoir utilisé le bâton. Elle estime que si Meldor était plus âgé, elle l'aurait écrasé par la force, mais même cela pourrait ne pas suffire pour les années où elle a été ignorée. Regardant une image d'un Meldor plus jeune et innocent, elle admet qu'il est en fait encore un enfant. Écrivant une lettre à son bureau, Béladi décide de lui donner une dernière chance pour voir s'il est vraiment pourri ou simplement stressé. Elle remet une nouvelle lettre scellée à la cire à une femme de chambre, lui demandant d'envoyer celle-ci au nord. Béladi considère tranquillement que l'anniversaire de leur mère est passé et que son père doit avoir rencontré Nessia à présent. Imaginant son père stressé avec la joyeuse Nessia aux cheveux blancs, elle croit qu'il est dépassé et plus susceptible d'approuver sa demande. Un doux « ah » lui échappe alors qu'elle anticipe la figure ridicule que fera Meldor quand il recevra sa carotte, et quelques jours passent. Le soleil se couche sur la grande demeure tandis que la nouvelle arrive, que la réponse de leur père est venue rapidement. Tenant la réponse, qui dit simplement « je te laisse faire ». Béladi conclut que son père s'est adouci. Béladi demande à une femme de chambre où se trouve Meldor, et, apprenant qu'il est sur les terrains d'entraînement, décide de s'y rendre, tandis qu'un Meldor déterminé pratique son épée.